en même temps. Donc, merci d'être présent sur ce 3e webinaire de la Ligue proposé aux entraîneurs dans le cadre de la formation continue. Ce soir, j'ai fait appel à Yannick Toll, qui est un collègue cadre technique de Franche-Comté. Donc, Yannick est un entraîneur de poids, donc un entraîneur de lancer, je veux dire, au sens plus large. Donc, il a été athlète plutôt sur le poids. Il s'est formé donc en préparation mentale il y a 5 ans sur Lille. Il a fait un diplôme universitaire donc sur Lille. Et depuis, il intervient donc à la fois sur les formations initiales et de manière aussi plus directe par le suivi d'athlètes en athlétisme, mais également dans d'autres spécialités comme le VTT, comme également le foot. Donc, il a une vision un petit peu plus large aussi des athlètes. Donc, je le remercie en tout cas d'être présent ce soir. C'est pour moi toujours intéressant d'aborder ce sujet que je trouve quand même assez important à partir du moment où on entraîne. On a souvent des problématiques de gestion, notamment de gestion de pression au niveau des athlètes. Et si on peut, en tant qu'entraîneur, travailler dessus, je dirais le plus tôt possible et le mieux possible, ça permet d'optimiser la performance et surtout de concrétiser en compétition tout le travail que vous mettez en œuvre ensemble sur le terrain à l'entraînement. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Yannick, qui va lui compléter sa présentation. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas donc à poser vos questions dans la discussion ou en levant la main vraiment si il y a quelque chose qui mérite d'être tout de suite dans le cours de l'intervention. Et donc on fera en sorte de relayer aussi un maximum. Je ferai en sorte de me relayer un maximum si ça dérange pas trop l'exposé. Et sinon on aura une bonne demi-heure derrière de questions-réponses. Donc, profitez-en pour, voilà, par rapport à vos problématiques personnelles, d'avoir un avis éclairé ce soir, j'espère, et que vous repartirez avec des petites bases pour encore vous améliorer. Yannick, je te laisse la parole et puis bon exposé et bonne soirée. Merci beaucoup, Laurence. Bonsoir à tous. Effectivement, comme l'a dit Laurence, donc, il y a 6 ans maintenant, donc j'ai fait le choix de passer sur un diplôme universitaire de préparation mentale. Je vais couper les micros parce que j'ai des gens. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu de moi quand même déjà. Vous expliquer un petit peu d'où je viens, même si Laurence a déjà un petit peu donné les grands axes. Donc, effectivement, moi, là-bas, j'étais lanceur de poids de petit niveau, si on veut dire. Ça fait 30 ans que j'entraîne l'athlétisme. Je me suis toujours intéressé au mental depuis aussi loin que je me souvienne. Voilà, je me suis toujours questionné sur le mental, sur le mien déjà quand j'étais athlète, et puis sur l'impact et ce que je pouvais apporter aux athlètes dans ce domaine-là. Et puis donc, effectivement, il y a 6 ans, j'ai voulu, par le biais d'un diplôme, pouvoir valider un certain nombre de compétences et puis surtout avoir une vision encore un petit peu plus éclairée de ce que j'essayais déjà de faire, parce que j'essayais d'inclure un certain nombre de choses dans la préparation des athlètes, mais il me manquait quelque chose d'un petit peu plus cadré, un petit peu plus formaté, ce que j'ai trouvé complètement dans le diplôme universitaire de Lille. Et puis derrière, en fait, j'ai remis le doigt dans la formation et puis je ne me suis plus arrêté parce que dans un DU, on a beau faire 250 heures de formation, on survole beaucoup de choses. Et puis surtout, on survole des outils qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc, notamment, je suis allé derrière sur de la programmation neurolinguistique. Je vous donnerai des éléments de PNL ce soir. Vous verrez, il y a des choses qui sont liées à la PNL. C'est un bon moyen de communiquer avec l'athlète et de comprendre comment fonctionne l'athlète, la PNL. Et puis, je suis allé aussi me former en hypnose. Donc, j'ai fait deux niveaux de formation en hypnose, 2 années de suite. Et là, ça m'a donné vraiment une clé importante de raccourci pour
aller extrêmement vite avec les athlètes sur des solutions à des problèmes spécifiques. Il faut savoir souvent quand même que on fait appel au préparateur mental quand on a essayé de faire le tour d'à peu près tout et qu'on ne sait plus quoi faire en tant qu'entraîneur. Ce qui est une grossière erreur, puisqu'en fait, plus l'athlète peut intégrer des notions d'entraînement mental tôt dans sa carrière, plus il va évoluer vite. Et en plus, plus on avance, enfin plus j'avance, plus je me rends compte, pour avoir fait la semaine dernière une conférence sur les blessures, notamment sur l'aspect mental de la blessure, on se rend compte qu'en fait, en apprenant à l'athlète à gérer son stress, à gérer son anxiété, on pourrait sans doute avoir un impact intéressant et important sur les blessures. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais voilà, c'est des choses importantes, apprendre à se détendre, apprendre à se relâcher. On verra justement quand même ce soir un petit peu comment je peux aider l'athlète à mieux gérer son stress. Ce que je vais vous livrer ce soir, c'est mon intérêt aussi pour le fonctionnement humain et les relations qu'on peut avoir. Donc, au-delà, encore une fois, de tous les outils de préparation mentale, je me suis intéressé beaucoup aussi à l'analyse transactionnelle, à la communication non violente, donc tout ce qui, en fait, touche à la relation qu'on peut avoir à l'autre et comment, par l'attitude qu'on peut avoir, par les retours qu'on peut donner à l'athlète, comment on va l'influencer positivement au niveau de son mental. Donc, ce que je vais vous livrer ce soir, c'est mon expérience et mon point de vue à la fois d'entraîneur et de préparateur mental. Le premier principe qui fonde ma démarche, c'est qu'en fait, tout le monde fait des choses bien et tout le monde fait des erreurs. Quel que soit le niveau qu'on a, quelle que soit la formation qu'on a, on fait tous, à un moment donné, des choses bien et on fait tous des erreurs. L'exemple criant, c'est que moi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je faisais une grossière erreur dans l'application de l'imagerie mentale, notamment en préparation mentale. Je faisais faire des choses, notamment sur l'imagerie technique, je faisais faire du ralenti ou des choses plus vite, et en fait, c'est une erreur. Il faut que l'imagerie mentale, par exemple, se fasse plutôt à vitesse réelle. Quand on imagine un geste technique, il faut demander à l'athlète de l'imaginer à vitesse réelle. Et ça, je m'en suis rendu compte en écoutant un des grands spécialistes de l'imagerie mentale français, qui est Émeric Guyot. J'ai eu la chance d'écouter, j'ai écouté un podcast, puisque je connais quelqu'un qui l'a interviewé. Et du coup, voilà, ça m'a amené encore des choses. Donc, principe de base, tout le monde fait des choses bien, tout le monde fait des erreurs. Par contre, évidemment, quand on fait des erreurs, il faut savoir admettre que ça en est et il faut rapidement évoluer pour les éliminer petit à petit, pour éviter d'en faire, même si on peut évidemment en faire d'autres. Alors, quelle influence en tant qu'entraîneur je vais avoir sur le mental de mon athlète? Alors, la première chose qui va vraiment influencer le mental de l'athlète, c'est l'attitude que je vais avoir. Ça, c'est la première chose qui me paraît vraiment essentielle. Quelle attitude je vais avoir et du coup, ce qui va influencer aussi le mental de l'athlète lui-même, c'est son attitude à lui. Donc, l'attitude que je vais avoir va être déterminante. Et je vais commencer par une petite citation, j'aime bien ça. Citation de Lou Holtz, qui est un entraîneur de football américain de grand renom de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous on ne le connaît pas forcément, mais qui a écrit un livre qui s'appelle non pas The Winning Difference, Winning Every Day, donc gagner tous les jours, dans lesquels il livre un petit peu tout ce qu'il a pu faire avec notamment les équipes étudiantes qu'il a accompagnées en foot américain. Il a réussi à gagner des titres avec des équipes qui n'avaient pas vraiment le profil pour gagner les grands championnats, tout simplement parce qu'il avait une vision voilà, de l'approche mentale de la performance, justement. Et donc, une citation de Rawls, donc votre talent détermine ce que vous pouvez faire. Donc, avoir du talent, c'est bien. Votre motivation, ce que vous êtes prêt à faire. Et votre attitude détermine à quel point vous le ferez bien. Donc, en fait, à partir du moment où, moi, en tant qu'entraîneur, j'adopte une attitude qui va montrer à l'athlète que je fais le maximum pour faire les choses bien, je vais pouvoir l'emmener un peu avec moi déjà. Et puis, du coup, ça va aussi lui donner confiance en moi. La confiance est un des éléments clés de ce qu'on peut apporter aussi à l'athlète sur le plan mental. Alors, la puissance de l'attitude, c'est quoi? En gros, c'est l'attitude que vous choisirez envers la vie et ce qu'elle vous envoie détermine si vous réaliserez vos aspirations. Donc, le principe de base, déjà, c'est est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou est-ce qu'on le voit à moitié vide? Voilà. Est-ce que je suis optimiste? Est-ce que je suis pessimiste? Donc, en fonction de des événements que je vais rencontrer dans ma vie,
je vais avoir une attitude particulière pour analyser ces événements. Et c'est ça qui va déterminer un certain nombre de choses. Ça veut dire donc qu'en tant qu'entraîneur, votre attitude a un puissant impact sur les athlètes. Si je suis pessimiste ou si je suis défaitiste, je ne vois pas comment mon athlète va pouvoir être optimiste et va pouvoir avoir envie de gagner. Il ne faut pas non plus pousser les choses à l'extrême non plus. Si on a un athlète qui n'est pas en capacité de gagner, évidemment, on est bien conscient qu'il faut avoir un objectif qui soit réaliste. Par contre, on verra aussi qu'on a un impact dans les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'athlète. Et du coup, que l'impact il soit positif ou négatif, il va dépendre évidemment des choix que vous allez faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'entraîneur, j'ai l'obligation de développer une attitude positive qui va inspirer les athlètes autour de moi et leur permettre d'atteindre leur impossible à eux, parce qu'on n'a pas tous le même impossible, évidemment. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais au moins, je dois donner une attitude qui fait que l'athlète, lui, va être aspiré vers cette dimension-là, vers cette envie-là que je vais pouvoir avoir aussi de l'emmener plus loin. Sachant que j'ai un principe de base aussi sur la motivation, c'est qu'on ne peut pas être motivé pour l'athlète. D'accord ? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir une attitude qui montre à l'athlète que nous, on fait le maximum et que lui, il doit le faire aussi. Après, si l'athlète n'est pas en capacité de donner le maximum, un de mes principes, c'est occupe-toi de ceux qui sont là. Donc, s'ils n'ont pas envie d'être là, à un moment, ce n'est pas à nous, en tant qu'entraîneur, d'être motivé pour l'athlète qui ne veut rien faire. Il faut être aussi lucide là-dessus. Par contre, un athlète qui a envie d'être là et qui est motivé et qui vient, si en plus, nous, on a une attitude inspirante et qui va l'engager vers des choses encore plus positives, évidemment, on va avoir un impact important pour lui. La deuxième chose qui va influencer l'athlète aussi, c'est mon attitude d'entraîneur. Alors, c'est quoi mon attitude d'entraîneur? Je distingue 3 types d'attitudes qu'on peut rencontrer. J'appelle l'attitude vieille école. L'attitude vieille école, c'est quoi? C'est l'entraîneur qui est en position haute, puis l'athlète qui récupère tout ce que lui donne, enfin qui récupère ce qu'il peut, de ce que lui donne l'entraîneur. Donc, l'entraîneur, il sait, l'athlète, il est là pour apprendre, et du coup, voilà, c'est une attitude dans laquelle on va forcément passer un moment ou un autre, parce qu'un jeune qui arrive et qui débute, il n'y connaît pas grand-chose à l'athlète. Donc, obligatoirement, on va lui amener, évidemment, des connaissances, on va lui amener des compétences, sauf qu'au fur et à mesure, l'athlète, il va apprendre des choses, puis il va peut-être même à un moment donné en savoir plus que nous. Parce que moi, je suis plutôt entraîneur de lancer à l'heure actuelle, je me suis recentré un petit peu sur le javelot notamment, mais dans ma carrière, j'ai entraîné en fait à peu près toutes les disciplines de l'athlète. Le meilleur athlète que j'ai accompagné, c'était un marcheur qui a fait les championnats d'Europe. Et voilà, donc quand j'accompagne un marcheur, je dis accompagner parce que je l'ai plus accompagné qu'entraîné, on verra justement la notion d'accompagnement plus que d'entraînement, que j'essaye de mettre de plus en plus en place. Moi, je ne sais pas ce que c'est que de faire 1h21 ou 20 km marche. Je ne sais pas ce que c'est que de marcher 17 km/h. Donc, à un moment, je ne peux pas me mettre dans cette situation de dire, moi, je sais comment on fait et toi, tu vas faire. À partir du moment où l'athlète il a atteint un niveau que moi, en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais connu, c'est plutôt lui qui va essayer de c'est plutôt lui qui doit me nourrir. Donc, l'attitude plus courante qu'on trouve un peu plus maintenant, c'est se mettre sur un plan d'égal à égal. L'entraîneur et l'athlète, voilà, on arrive à un moment où il y a une discussion, l'athlète participe, l'entraîneur participe aussi, évidemment. Il y a des allers-retours. Et puis la troisième attitude que j'essaye encore une fois, de prendre de plus en plus, c'est ce que j'appelle l'attitude coach au sens coaching général. Alors le coaching, il est issu du coaching sportif, le coaching d'entreprise, le coaching de vie, c'est assez à la mode. Et il est issu du coaching sportif, sauf qu'en fait, ils ont renversé un petit peu la tendance où en fait l'entraîneur il est plutôt en position basse. Le coach est en position basse et le coaché est en position haute. C'est-à-dire que c'est le coaché qui a une problématique particulière et qui va essayer de faire émerger des solutions avec l'accompagnement que peut lui proposer le coach. Et donc, moi, dans ma vision de l'entraîneur à l'heure actuelle, je suis de plus en plus souvent dans cette position-là. Je ne dis pas, évidemment, que de temps en temps, je ne me mets pas
dans la position entre guillemets haute, où je vais apporter des choses à l'athlète, où je vais lui redonner une base technique, où on va rediscuter d'un élément, où on va éclaircir certains points. C'est indispensable, même parce que des fois, on se rend compte que même des athlètes qui ont une pratique depuis un certain nombre d'années peuvent avoir des visions, pas erronées, mais des visions un petit peu différentes de ce qu'on fait ou de ce qu'on cherche, ou voilà, ou une approche un peu, des fois une petite erreur par rapport à la technique. Donc de temps en temps, effectivement, revenir à, ben non, la technique c'est plutôt comme ça, mais dans l'absolu, j'essaie toujours à un moment donné de questionner l'athlète et de lui demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il essaye de faire, voilà, dans quelle ambition il se met, dans quel objectif il se met. Et vous verrez, si vous essayez d'adopter ça, que ça donne énormément de choses intéressantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi adopter l'attitude coach? L'attitude coach, en fait, ça permet, d'évacuer le jugement. Parce qu'au lieu de juger la performance, je vais essayer de trouver des solutions, je vais essayer de trouver des réponses à pourquoi ça ne marche pas. Donc, parce que je vais questionner mon athlète. La deuxième, c'est améliorer la communication avec l'athlète. Je vais comprendre comment il fonctionne en le questionnant. En le questionnant, je vais le faire progresser. Je vais l'aider aussi à trouver ses propres solutions et à mieux exprimer ses sentiments et ses émotions. On verra que c'est extrêmement important de pouvoir laisser un espace d'expression à l'athlète sur ses sentiments et ses émotions. Et puis en plus, vous, en tant qu'entraîneur, ça va vous permettre de vous enrichir de l'expérience de l'athlète. Parce que comme je le disais, un athlète qui court plus vite que moi ou qui saute plus haut que moi, il a sans doute des choses à m'apprendre sur comment il fait, pourquoi, etc. Alors, évacuer le jugement. Je continue encore avec une petite citation. Quand vous êtes chargé de critique, n'appuyez pas sur la détente. Ça, c'est encore du Walls. L'idée, c'est de dire ne jamais être trop critique face à une performance, notamment face à une performance qui n'est pas bonne. Mais bon, on peut toujours être critique face à une performance, même quand elle est bonne. Mais bon, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. J'ai l'exemple très récent. J'ai une athlète que j'entraîne. Voilà. Au niveau technique, ça va globalement plutôt bien. Il y a eu plein de progrès, etc. Et en termes de perf, ça ne décolle pas. Et il y a 10 jours, on a été faire, il n'y a même pas 10 jours, il y a une dizaine de jours, on va faire une compétition. Et voilà, ça décolle pas, ça avance pas. Donc voilà, on arrive à la fin de la compétition frustré. Enfin, elle frustrée. Moi, voilà, j'essaye justement d'évacuer cette notion de jugement. Et à un moment donné, je vais la voir, je lui dis, écoute, si tu es très honnête avec moi, comment tu es physiquement à l'heure actuelle? Elle me dit, je suis complètement cuite. Je dis, ça se voit, mais il fallait aussi à un moment donné que ça vienne d'elle, de ça. Et justement, voilà, les facteurs émotionnels ou physiques nuisant à la performance, à un moment donné, moi, j'avais perçu un petit peu ça, mais il fallait qu'à un moment donné, elle accepte aussi que c'est une période où elle est fatiguée parce qu'il y a eu plein de choses dans sa vie, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et donc à un moment, on a beau essayer de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut à l'entraînement, de faire un beau programme d'entraînement, de faire des belles séances, d'avoir une logique qui tient la route en termes de préparation, parce que sa préparation, voilà, elle tient la route, et ben, il y a un moment où ça ne passe pas, parce qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'elle n'y arrive pas. Donc, voilà, plutôt que d'aller derrière, en remettre encore un petit peu, appuyer un peu plus sur la tête en disant c'est nul ce que tu as fait, machin. Non, c'est pas. Voilà, c'est concrètement comment physiquement tu es là. Il n'y a rien. Donc, ok, il n'y a rien. On prend des décisions, et puis à un moment donné, la décision, c'est se reposer et puis attendre de voir comment ça évolue. Et des fois, l'athlète, il a du mal à accepter parce qu'effectivement, on se dit, si je m'arrête, je vais y perdre. Machin. En fait, non, à partir du moment où il n'y a plus rien physiquement, ça ne sert à rien d'aller en remettre une couche, quoi. Donc là, on trouve des solutions, on discute. Donc, voilà, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on évite d'appuyer encore un petit peu plus sur la tête de l'athlète, d'appuyer sur la détente. Oui, aussi. Et tu ne fais jamais ce que je te demande. Et le papier, un seul sera deux. Bon, je vais couper le son. Alors,
Adopter l'attitude coach donc, pour améliorer la communication. Donc, face à toute situation, on a notre propre analyse. Donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on va parler un peu de programmation neurolinguistique. Donc ça, c'est des éléments de PNL donc, sur lesquels je vais m'appuyer. Donc, quand on voit une situation, si vous mettez une même situation et vous la présentez à 10 personnes, vous allez avoir 10 interprétations différentes. Si je grossis le trait, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui seront similaires, mais il y aura sans doute plein d'interprétations différentes. Pourquoi? Parce que une analyse d'une situation est liée à ce qu'on appelle des filtres et des cartes mentales, donc des représentations mentales de notre réalité. Donc, on voit le monde à travers nos propres lunettes en histoire. Donc, nos propres lunettes, elles viennent de plein de choses. Elles viennent des valeurs, elles viennent de nos valeurs, elles viennent de l'éducation qu'on a reçue, des mots d'ordre qu'on a reçus, de plein d'éléments différents. Et on a notre analyse de la situation. Sauf que notre analyse n'est pas forcément celle de l'athlète. Donc, quand je vais échanger avec l'athlète, il est essentiel que je comprenne la situation à travers ses propres filtres et non les miens. Parce que si j'analyse la situation à travers mes filtres, il y a de fortes chances que ce ne soit pas les filtres de l'athlète. Et que du coup, on en arrive à un décodage de ce que je peux dire à l'athlète qui va être un peu erroné. Donc c'est pour ça que régulièrement, je demande à l'athlète de me dire ce qu'il essaye de faire, comment il comprend ce que je lui dis, comment il interprète les choses, parce qu'il y a une vraie difficulté qui est de savoir si notre message est passé. Et ça, c'est jamais facile. Et du coup, ce qui va nous aider encore plus, c'est de lui permettre donc, à l'athlète d'analyser la situation et de pouvoir aussi changer de point de vue si c'est nécessaire. Parce que peut-être, encore une fois, que j'explique quelque chose à l'athlète, que lui le comprend de manière différente, peut-être que la façon dont il le comprend, ça va lui convenir et ça va être la bonne façon, ou peut-être qu'il va y avoir un décalage d'interprétation. Donc, le fait d'arriver à comprendre les filtres de l'athlète, d'arriver à comprendre comment il fonctionne, d'arriver à toucher un petit peu sa manière d'apprendre aussi. Donc là, on tombe dans les logiques sensorielles. Dans les logiques sensorielles, il y a ce qu'on appelle le VACOG, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, donc qui sont les 5 sens. Il y en a même 6 maintenant, on a un 6e sens. Parce que dans les 5 sens de base, on a vu audition, toucher, odorat et goût. Et donc, il y a un 6e sens qui a été admis maintenant par la science, qui est la proprioception. Donc, c'est toutes les sensations que je ressens au niveau interne. Donc, la proprioception, comment mon corps vit dans l'espace, comment j'interprète la perception de mon corps dans l'espace, comment mon cerveau capte mon corps dans l'espace. Et donc ça, c'est un sens extrêmement évidemment important pour le sportif, parce que le sportif, il se déplace dans l'espace. Mais par contre, on sait que sur le visuel, l'auditif ou le kinesthésique, donc le proprioceptif, il est dans le kinesthésique, j'ai un de ces 3 sens-là qui va être un peu plus aiguisé que les 2 autres. En général, je peux en avoir 2 aussi, enfin 2 qui sont plus aiguisés que le 3e. Et du coup, dans la façon de communiquer avec la personne, si je sais que la personne elle est plutôt visuelle, je vais pouvoir lui donner des consignes qui vont plutôt aller vers où est-ce qu'il doit regarder. Si c'est quelqu'un qui est auditif, je vais plutôt aller vers des consignes sur qu'est-ce qu'il doit entendre, en termes de rythme, en termes de... Voilà. Et le dernier, le kinesthésique, je vais plutôt aller sur des consignes sur qu'est-ce que la tête doit sentir. Et après, dans les retours que je vais pouvoir faire à l'athlète, je vais lui demander justement où est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a senti. Le kinesthésique, on est à un moment donné obligé d'y passer. Pourquoi? Parce que l'athlète, il faut qu'il sente des choses pour modifier sa façon de faire. Donc à partir de là, je n'ai pas le choix. Il faut que je pose une question récurrente que je pose très souvent à l'athlète, c'est qu'est-ce que tu as senti? Alors évidemment, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est kinesthésique, c'est super facile. Moi, j'ai un jeune là qui fait du javelot avec moi, qui est hyper kinesthésique et qui est capable, voilà, quand on est sur un élément précis en niveau technique, je lui pose la question, il s'est passé quoi? Est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Il est capable de me dire si c'est fait ou pas. Mais tout le monde n'est pas dans un haut niveau de kinesthésie, ce qui n'empêche qu'il faut quand même questionner l'athlète sur ces références-là, parce que de toute façon,
il va falloir qu'il arrive à percevoir un petit peu les choses. C'est un sens qui se travaille, évidemment. Donc, questionner pour faire progresser, poser des questions à l'athlète, ça va lui permettre de redéfinir ses objectifs et ses intentions. Je vous l'ai dit, hein, voilà, quand je donne des consignes à l'athlète, si je lui demande, un petit moment après, je lui demande qu'est-ce qu'il essaye de faire, il va pouvoir me dire, ah ben là, j'essaye de faire ça, j'essaye de penser à ça, j'essaye de mettre ça en place. Le questionner va lui permettre aussi d'exprimer plus facilement une situation ou un problème. C'est quel est mon problème, qu'est-ce que j'essaye de faire, pourquoi j'essaie de le faire, comment. Ça permet de dire, OK, sur quoi tu butes en ce moment, qu'est-ce qui manque. Ça va orienter sa réflexion aussi pour le faire progresser. Un bon questionnement, en fait, il amène toujours un peu plus loin, toujours un peu plus de réflexion, et il amène toujours un petit peu plus de nouveautés dans la façon de réfléchir. Si je questionne quelqu'un, d'emblée, il va plutôt aller sur des éléments, des éléments spontanés. Et puis, quand je vais commencer à les gratter un petit peu derrière, eh ben, on va mettre en place d'autres schémas au niveau mental qui vont permettre à un moment donné de trouver d'autres solutions, de réfléchir différemment au problème. Poser des questions, ça peut permettre aussi de reconsidérer le cadre de référence. Donc, c'est les représentations mentales de l'athlète, ses croyances, ses préjugés. Ah, je ne suis pas capable de faire ça. Ah, je ne peux pas. Là, je ne vais pas y arriver, etc. Donc, ça, c'est pareil. Je ne vais pas y arriver. Okay. Pourquoi tu crois que tu ne vas pas y arriver? Explique-moi qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas y arriver. Donc, ça permet encore une fois d'exprimer aussi les émotions, d'exprimer des peurs. Voilà. Le je peux pas y arriver, le je vais pas y arriver, il est souvent associé à la peur la peur d'échouer tout simplement, ou la peur de tomber, ou la peur de se faire mal. Voilà. Donc après, en amenant la question sur pourquoi tu as peur, comment tu peux faire pour éliminer ça, comment on peut adapter les choses, mais c'est pareil, ça peut aussi vous amener des solutions pratiques au niveau situationnel. Si l'athlète il vous dit bah là j'ai peur de tomber parce que là elle est trop haute, ok. Donc pour l'instant, tu es un petit peu tendu parce que là elle est trop haute, ok, on va remettre une situation où là elle va être un peu plus basse, où tu vas avoir un peu plus d'espace. Et donc, on va pouvoir réaménager l'espace, réaménager la situation en fonction aussi de ce que l'athlète il se sent en capacité de faire. Et puis donc, ça va lui permettre aussi évidemment de trouver une solution adaptée à son problème et puis d'accroître son potentiel. Donc si je fais, encore une fois, cogiter l'athlète plutôt que de lui amener la solution, ça va être sa solution à lui. Et sa solution à lui, ce sera forcément quelque chose qui lui convient. D'accord ? Si je donne à tout le monde ma façon d'apprendre, ma façon de franchir une haie, ma façon de lancer un poids, etc., il y en a à qui ça va convenir et d'autres pas. Donc, plus je vais me mettre en position d'interroger l'athlète et de le faire réfléchir, plus il va trouver des solutions lui-même. Et en plus, l'intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'il aura trouvé ces solutions, elles seront apprises beaucoup plus vite, elles seront intégrées beaucoup plus vite que si c'est vous qui essayez d'amener une solution extérieure en lui donnant des consignes, en lui donnant... Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, d'accord ? Mais voilà, encore une fois, c'est changer un peu le prisme en disant, OK, tu essaies de faire quoi? Où est le problème? Quelle solution tu peux trouver? Ensuite, poser des questions à l'athlète, c'est un intérêt pour vous aussi. C'est un intérêt pour l'entraîneur. C'est avoir un retour sur nos consignes. Donc, je donne une consigne à l'athlète, je lui demande de me répéter ou de me réexpliquer avec ses mots à lui ce qu'il a compris de ma consigne. Alors, des fois, ça fait un peu je prends l'athlète pour un benet parce qu'il ne comprend pas ce que je lui dis. Ce n'est pas du tout ça. Donc, encore une fois, il y a la façon de le faire. Voilà, lui dire que vous avez besoin qu'il vous redonne votre consigne, qu'il vous la renvoie pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il en a compris et de comment il l'apprend et il la modifie. Parce que de toute façon, quand on reçoit un message, on le triture, le message. Donc au moins, vous aurez un retour sur qu'est-ce que tu as compris de mon message. Ça va permettre
d'utiliser sa façon de parler à votre avantage pour améliorer la communication et optimiser vos consignes et votre façon d'agir avec lui. Ça, c'est quelque chose d'assez, comment dire, d'extrêmement important, de réutiliser les mots de l'athlète pour lui montrer que vous l'écoutez. Donc ça, c'est aussi une technique de PNL et d'hypnose. C'est à un moment donné de dire, je vais questionner la personne sur qu'est-ce qu'il essaye de faire, c'est quoi ses intentions. Une fois qu'il m'a donné ses intentions, je vais prendre quasiment mot pour mot ses intentions. Je vais lui dire, OK, ton objectif, tes intentions, c'est ça, ça et ça. Maintenant, moi, j'aimerais qu'en plus, tu ajoutes une intention parce qu'il y a un truc que je veux modifier. Et du coup, l'athlète, comme vous avez utilisé ces mots, à un moment donné, son cerveau, il va comprendre que vous l'avez bien écouté. Et puis, lui, justement, va se mettre en position d'écoute. Et il va prendre votre consigne de manière beaucoup plus claire et il va l'intégrer beaucoup plus vite aussi. Ça, c'est, encore une fois, c'est des techniques d'influence du cerveau, mais c'est hyper utile parce que vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir une réponse quasiment immédiate. Je l'ai fait plusieurs fois et ça marche quasiment à tous les coups. Et le plus drôle, c'est quand le lendemain, vous avez le père de l'athlète qui vient vous dire ah, elle a vachement apprécié la séance d'hier, elle a compris tout ce que tu lui racontais. Donc, ça m'est arrivé avec une athlète il y a 3-4 ans en stage, où je fais une séance avec l'athlète, je lui demande ses intentions, je lui reprends ses intentions, je lui en donne une de plus, qu'elle met en place assez vite, et du coup, elle fait une super séance parce qu'elle corrige un truc qu'elle cherchait depuis un moment. Et le lendemain, le père me dit ouais, elle a vachement apprécié la séance, elle a senti elle a compris ce que tu lui racontais. Et du coup, le père, je ne l'ai pas laissé dans le flou, je lui ai expliqué, je lui ai dit c'est logique qu'elle ait compris parce que justement, j'ai utilisé cette technique-là de réutiliser ses intentions, réutiliser ses mots à elle. Et à partir de là, forcément, elle comprend ce que je dis, puisque quand on utilise notre façon de parler, forcément, on se comprend. Ça permet aussi de comprendre le cadre de référence. Donc, ce que j'appelle le cadre de référence, c'est aussi la façon dont fonctionne l'athlète. Quels sont ses besoins? Quel est son cadre? L'exemple qui m'est arrivé donc, il n'y a pas très longtemps, Laurence vous a dit, je travaille avec le pôle VTT de Besançon, pôle France, avec un collègue, et il me dit, voilà, j'ai une jeune là j'ai l'impression qu'en course, elle a du mal à se mettre à fond, elle a du mal à pousser le moteur jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'à la fin de course, elle pourrait repartir. Et il dit, j'aimerais bien, voilà, tu travailles là-dessus avec elle. Donc, je travaille un petit peu, et puis j'arrive à une séance où je lui demande justement sur sa notion de se mettre à fond ou pas se mettre à fond, je lui demande pour elle la course où elle a été le plus loin dans son intensité d'effort. Et donc, elle me dit, ouais, c'est plus quelle course. Et donc, je dis, qu'est-ce qui était différent dans cette course-là par rapport aux autres courses où tu n'arrivais pas à monter à cette intensité-là? Et là, elle me dit, en fait, il y avait plus de concurrence. Et puis elle me dit, surtout, il y avait aussi l'entraîneur national qui était sur le parcours et qui m'encourageait. Il criait tout le temps, il m'encourageait, il était donc il me gueulait dessus, pour reprendre ses mots. Il me dit, mais il gueulait dessus de manière positive, quoi. Il était vraiment dans l'encouragement et tout, et du coup, ça me portait, ça me poussait vachement. Et donc, je reviens à la notion de cadre de référence, je lui dis, donc, pour toi, tu as besoin que l'entraîneur qui s'occupe de toi, il soit derrière toi et qui crie. Me dit ouais, ça m'aide beaucoup quand on m'encourage et quand voilà. Et donc ça, je l'ai renvoyé à son entraîneur de pôle parce que lui, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt dans le côté inverse, qui est plutôt très zen, très. Alors, je pense, puis je sais aussi que voilà, en course, il n'est pas forcément du genre à courir tout le long du parcours pour pousser l'athlète, pour hurler derrière l'athlète pour qu'il avance. Donc du coup, je lui ai renvoyé ça. Je dis, tu vois, donc pour cet athlète-là, pour cette sportive-là, ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, compréhension du cadre de référence. Si vous prenez une autre personne, peut-être qu'une autre personne, si vous faites ça, ça va la déstabiliser parce qu'elle a besoin d'être concentrée sur sa course, elle a besoin ou elle n'a pas besoin de ça.
Et du coup, ça va plutôt la stresser ou la démobiliser si l'entraîneur est toujours derrière à crier. Donc, pouvoir questionner l'athlète dans ses besoins et son cadre de référence, ça vous donne des clés sur comment je dois agir avec lui quand on est en compétition, pour ne pas le stresser, pour le laisser, voilà, pour l'aider, et puis pour pas, voilà, justement éviter d'être dans le mauvais côté et pas agir comme moi je voudrais agir, mais comme lui a besoin que j'agisse. Ça, c'est toute la difficulté. C'est souvent, on agit, nous, en fonction de nos besoins à nous. Or, il ne faut pas agir en fonction de nos besoins à nous, mais en fonction des besoins de l'athlète. Et donc, du coup, ça va permettre à vous aussi de trouver des solutions adaptées et d'accroître vos compétences. Parce qu'à partir du moment où l'athlète va vous donner des éléments, il va aussi vous aider à accroître vos compétences. Je vous disais tout à l'heure, quand j'entraîne des jeunes qui font du sprint et qui font 10-80 au 100 mètres, alors que je n'ai jamais couru le 100 mètres en moins de 12 secondes, à un moment donné, c'est pareil. Je ne peux que me nourrir de leurs compétences à eux pour comprendre ce que ça fait, comment ils le font, etc. Même si les références techniques, je les ai. Mais voilà, quelque part, avoir en plus des indices qui peuvent me renvoyer, il trouve sa solution pour lui, mais il vous la renvoie à vous aussi. Donc voilà, petite question pour vous, à vous poser. Depuis quand n'avez-vous pas posé des questions à vos athlètes? Voilà, simplement pour vous interroger et puis vous ouvrir aussi sur essayer de changer de point de vue de temps en temps. Alors, poser des questions, c'est bien, mais comment on fait? Alors, parce que dans les questions, en fait, il y a une graduation des questions et de leur efficacité. Donc, si on part des moins efficaces, ce qu'on appelle les questions fermées, c'est des questions qui n'amènent qu'une réponse possible sur deux. Lequel ou laquelle, donc c'est une question de précision plutôt. Et les questions oui, non, ça amène une réponse binaire. Il y a une réponse possible sur deux solutions ou sur trois solutions. Donc ça, c'est des questions, on va dire, des questions de précision basique. Ensuite, il y a qui, quand et où, qui sont des questions aussi de contexte. Voilà. Si je veux définir un problème, je vais définir quand est-ce que ça se passe, où, qu'est-ce qu'il y a autour. Troisième niveau de questionnement, quoi? Ok, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans mon problème? Ensuite, quatrième niveau, c'est comment? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Voilà. Et la dernière, la plus efficace de toutes, c'est pourquoi. Pourquoi il se passe ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et pourquoi c'est la plus efficace de toutes? Parce que il y a même une logique qui est de dire, il y a un livre qui est là-dessus d'ailleurs qui s'appelle « Commencer par pourquoi ». C'est en fait quand je veux questionner quelqu'un sur ce qu'il fait, commencer à lui poser la question « Pourquoi tu le fais? C'est quoi le sens? Pourquoi je fais ça ?» Et même pour nous, quand on veut faire quelque chose, se questionner sur pourquoi on le fait. Puis une dernière question que je n'ai pas mis dans le tableau, que j'aime beaucoup, c'est le « et si ». Ok. Par exemple, si j'ai un athlète qui doute et qui me dit ok, là, je suis face à un problème et je ne trouve pas de solution. Moi, la question que j'aime bien faire, c'est dire et si tu avais une solution, ce serait quoi? Et en fait, voilà. Des fois, on pense qu'on est bloqué, alors qu'en fait, la solution, on peut la trouver. C'est juste qu'à un moment donné, notre cerveau, il a fait le choix de se fermer un petit peu. Et du coup, le fait de se dire, OK, mais en fait, si tu l'avais la solution, il se passerait quoi? Comment tu ferais si tu avais la solution? Ou alors, c'est l'athlète d'à côté là, qui y arrive, c'est quoi, tu penses que c'est quoi sa solution à lui? Comment il fait? Donc, pareil, quand j'ai un athlète qui est dans le doute, ce que j'aime bien faire, c'est de faire douter de son doute. Voilà. C'est justement avec le SI, c'est je ne vais pas y arriver, ok, si tu y arrivais, qu'est-ce que tu ferais? Donc ça, c'est une question aussi qui est extrêmement puissante, se mettre en position de se dire, ouais, si je trouvais la solution. Parler des émotions. Donc, les émotions, ça c'est quelque chose
qu'on n'a pas l'habitude de faire, malheureusement, mais qu'on devrait faire plus souvent. Pourquoi faire exprimer les émotions? Donc, je vous ai mis sur la droite la route des émotions de Plutchik. Il y en a une autre que j'ai qui est intéressante aussi, c'est celle de... j'ai perdu son nom, qui commence par un W, vous le retrouverez. Donc, en fait, dans les émotions, on sait qu'il y a je crois que c'est 40 ou 42 000 émotions possibles sur la base de 8 émotions de base. Donc la colère, la joie, le dégoût, la tristesse, la peur, la surprise, l'attirance et l'anticipation. Voilà, ça. Et donc en fait, elles vont par deux. C'est-à-dire que je ne peux pas à la fois avoir peur et être en colère. Si vous prenez l'axe horizontal, ça, c'est pas possible. Des émotions en fait qui sont contraires. Je peux pas à la fois être joyeux et être triste sur l'axe vertical. Donc voilà, les émotions vont par deux, sauf qu'en fait, quand on a plusieurs émotions en fait qui s'entrecroisent, du coup, ça en donne de nouvelles. Et puis après, ça en donne aussi. Il y a toute une palette d'émotions. À un moment donné, je peux être en colère. Ça peut être une petite colère qui va durer 5 secondes parce qu'il y a un truc qui m'agace, ou je peux être foudrage parce qu'il y a un truc qui va me faire exploser complètement. Okay, donc sur toute cette palette-là, en fait, sur cette émotion-là, il y a toute une palette et sur lesquelles on a du mal des fois à mettre des mots. Et tout l'intérêt de faire exprimer ces émotions, c'est quoi? C'est que déjà, une émotion qu'on exprime est une émotion dont on peut se défaire si elle nous gêne. Alors, l'exprimer, on peut l'exprimer de plusieurs façons, hein, mais voilà, l'exprimer, souvent, c'est au sens propre du terme, c'est mettre des mots dessus. Être capable, à un moment donné de dire « je ressens de la colère parce que il y a pour telle raison », ça permet de se dégager déjà un petit peu de l'émotion, de la mettre à distance, de s'en dissocier. Parce qu'en fait, quand je dis « je suis en colère », j'ai tendance à m'accrocher après ma colère et à m'associer à elle. Si je dis « je ressens de la colère », déjà, je vais y mettre un petit peu d'écart et je ne suis pas la colère. Je ressens. Donc, c'est jouer sur les mots, mais ça a une vraie puissance. Quand on prend le temps de le faire, ça a une vraie puissance de détachement de l'émotion. Et du coup, à partir du moment où j'exprime ces émotions, je vais être en capacité de mieux les gérer et de mieux gérer les situations dans lesquelles je suis en difficulté. À partir du moment où je peux mettre des mots, où je peux dire quelle émotion je ressens et pourquoi, je vais déjà avoir pris un petit peu d'altitude, mis un petit peu je vais être redescendu un petit peu en termes d'intensité de l'émotion et je vais pouvoir analyser les choses. Autre intérêt de les exprimer aussi, c'est qu'à partir du moment où vous niez une émotion, où vous l'ignorez, c'est garanti 100% que tôt ou tard, elle va revenir vous embêter, celle-là. C'est un moment, si vous exprimez pas l'émotion, il y a un moment ou un autre où elle va vous revenir dans la face. Et entre guillemets, la pire façon dont revient une émotion, c'est la maladie, parce que quand on a un ulcère à l'estomac, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas digéré et qu'on n'a pas réussi à digérer et à évacuer. Et à un moment, on va le triturer, ça va nous revenir, jusqu'à créer une maladie. On le sait qu'à un moment donné, les émotions non exprimées, mal exprimées, ou les émotions trop répétitives créent des maladies. Yannick, il y a juste une question par rapport à la roue. Il y a 2 fois anticipation. Est-ce que c'est logique ou... À la haut, je pense, oui, c'est logique. Parce qu'il ne doit pas y avoir prolongement de cette émotion. Ouais, il doit pas y avoir d'autres, on va dire, d'autres mots pour. Vous voyez ce que je veux dire, le simple fait de mettre des mots dessus, c'est déjà pas facile. Donc je pense pas qu'il doit y avoir de nuances en fait à cette émotion-là. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a 2 fois anticipation. Mais je vérifierai parce que je l'ai sous un autre format. On vérifiera ça tout à l'heure. Merci pour la question, je ne l'avais pas remarqué. Et donc,
au final, exprimer une émotion, ça peut nous permettre de prendre du recul, je l'ai dit tout à l'heure, et conscientiser un état qui peut être aussi excessif vis-à-vis d'une situation. Il y a des fois, parce que aussi, justement, on a des émotions qui s'associent, le simple fait d'être face à une situation particulière va nous ramener au niveau émotionnel à une autre situation plus ancienne. C'est aussi l'intérêt aussi, justement, régulièrement d'arriver à exprimer ses émotions. Et du coup, on peut redéclencher quelque chose de plus ancien et de beaucoup plus violent ou de beaucoup plus fort pour nous en termes d'émotion, alors qu'il se passe un tout petit truc. Il y a des choses comme ça, des fois des déclencheurs qui font qu'on ne comprend pas toujours des fois pourquoi aussi, donc il y a un truc qui meurt de nous, alors qu'en fait c'est un tout petit truc tout bête, mais c'est parce que ça fait appel à quelque chose de plus ancien, à une émotion plus ancienne qui n'a justement pas été exprimée et pas été évacuée. Encore une citation, enfin c'est pas une citation, c'est une phrase que donc Lowell, encore une fois, je le cite beaucoup dans mon, comment, c'est vigilance, anticipation et intérêt. D'accord, merci. Donc il y a une erreur dans ma roue, je la changerai. Donc je me sers beaucoup de Lowell par rapport à ça. Alors, peut-être parce que quand j'ai conçu mon diapo, j'étais plongé dans son bouquin que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Alors, le seul travers, c'est qu'il est en anglais, donc il faut lire un petit peu l'anglais ou prendre le temps de le traduire un petit peu. Et en fait, c'est une phrase qui est un petit peu choc, je trouve, quand je la sors, les gens me disent ouais, c'est un peu violent. En fait, John Leader, c'est un reporter sportif donc, qui s'occupe du golf, qui commente le golf aux États-Unis, donc il commente tous les tournois du tour professionnel, enfin, voilà, qui a une référence aussi du golf. Et puis, Wolf, il explique qu'un jour, il va jouer avec Johnny Leader au golf, il tape un coup où il manque en fait quasiment de faire un trou en un, et que derrière, il perd complètement le fil et il dévisse complètement parce qu'il est frustré que la balle ne soit pas rentrée. Et du coup, il dit je passe une demi-heure, 3/4 d'heure à faire n'importe quoi, à m'énerver parce que la balle n'est pas rentrée. Machin. Et à un moment donné, Johnny Leader lui dit tu sais, en fait, j'ai eu l'occasion, comme je suis commentateur professionnel, de jouer avec quasiment tous les meilleurs joueurs du monde. Et en fait, toi, tu n'es pas assez bon pour te mettre en colère. Et quand tu comprendras justement ça, tu pourras jouer ton jeu pour ce qu'il est et prendre du plaisir. Et en fait, le message sous-jacent, c'est ce que Wolf s'explique derrière. Il dit en fait, j'ai compris que voilà, et c'est un truc sur lequel il s'appuyait, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est frustré, voilà, la frustration ne doit pas se mettre en travers du plaisir de jouer. C'est-à-dire que la base du sport, c'est de se faire plaisir, donc de jouer en sport collectif, de pratiquer son sport. Donc, de temps en temps, revenir à OK, ça n'est qu'un sport. On n'est pas, voilà, OK, on a le droit on a le droit d'être déçu, on a le droit. À un moment donné, il n'y a pas de raison de se mettre dans des états pareils, parce qu'à un moment donné, on est là d'abord pour se faire plaisir. Et si on prend cette logique-là, on va évacuer aussi un certain nombre d'émotions négatives, on va évacuer du stress. Alors, c'est facile, et c'est un débat que j'ai déjà eu avec un de mes collègues il y a longtemps, où j'avais fait une intervention justement où je parlais justement de remettre le plaisir au centre, etc. Puis à la fin, il discute un peu, il n'était pas tout à fait d'accord. Il me dit ouais, mais tu vas dire ça à des athlètes qui jouent une finale mondiale, une finale olympique, machin, c'est hyper important pour eux et tout. Je dis mais justement, je dis quand tu arrives à un tel niveau de compétition, ou même pour un athlète, aller à un championnat de France, c'est déjà un truc sympa pour un athlète. Je dis donc pourquoi laisser justement les émotions et la frustration se mettre en travers du plaisir d'être là, en fait. C'est-à-dire, profite du moment où tu es là, prends du plaisir à être sur le terrain. Si tu viens sur le terrain à reculons ou hyper stressé parce que l'enjeu, c'est quoi? Il n'y a pas... Enfin, on va pas t'abattre parce que tu t'es loupé, on va pas... Non, c'est un moment, je suis là d'abord pour me faire plaisir et je me suis battu pour arriver là. Donc, ce moment-là, il faut en profiter.
Et si j'en profite, si je mets du plaisir dans ce que je fais, eh ben, je vais sans doute pouvoir en plus élever mon niveau et exprimer mon plein potentiel. Voilà. On l'a vu avec Kevin Rolland pour les JO, effectivement. Voilà, on a bien vu, quand on le voit de toute façon sur les jeux, les mecs qui s'amusent, qui sont là pour s'éclater, qui font d'abord leur course pour eux et pour le plaisir qu'ils en retirent, ben, à un moment, ça donne, voilà, ça donne du relâchement, ça donne des choses extraordinaires. Alors, autre intérêt aussi, autre élément important aussi, ne vous laissez pas contaminer, soyez contaminants. Je sais que c'est une période où il ne faut peut-être pas trop parler de contamination, mais c'est pas grave. je vais vous parler en fait de contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui est joyeux, et puis que vous êtes un peu triste. Vous discutez avec cette personne, puis au moment de repartir, vous vous sentez un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là, en fait, elle vous a contaminé avec sa joie. On a ce qu'on appelle, dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs, c'est-à-dire que des neurones miroirs, en fait, ils interprètent et ils prennent des informations sur la personne qui est en face, et du coup, ils vont se mettre sur son mode à elle. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, la personne qui est joyeuse en face de vous, vos neurones miroirs vont percevoir que cette personne est joyeuse, et du coup, automatiquement, vous allez vous sentir mieux. Sauf si vous êtes toujours aussi triste, c'est qu'à un moment donné, c'est vous qui avez contaminé l'autre. Parce qu'en fait, dans la contagion émotionnelle, il y a une petite bataille qui se met en place entre les deux. Donc, il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre, et du coup, si vous, quand vous êtes triste, vous vous sentez mieux d'avoir croisé quelqu'un de joyeux, c'est que c'est lui qui vous a contaminé. Si votre tristesse est toujours là, il y a forte chance que la personne qui reparte soit moins joyeuse que quand elle est arrivée vers vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que quand je vais parler à mon athlète, voilà, essayer d'avoir des émotions positives et de transmettre, d'être contagieux au niveau émotionnel, au niveau positif. Amener des éléments positifs à l'athlète. Dites-lui des choses positives, dites-lui des choses bien. J'y viendrai dans la gestion du discours par la suite, sur les éléments essentiels sur lesquels on peut agir. Sur le sujet de Christophe Hague, la contagion émotionnelle. Voilà, référence sur la contagion émotionnelle. Sur les émotions, vous pouvez, si les émotions vous intéressent, vous pouvez aussi lire Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle. Il y a deux tomes. Même le tome 1, déjà, et vous aurez un certain nombre de choses pour travailler sur le développement de l'intelligence émotionnelle qui est vraiment intéressante. Alors, je vais vous passer une petite vidéo sur effet Pygmalion, effet Golem. Voilà, on regarde ce que c'est et on en parle après. Quotidiennement, nous formulons des vœux. Nous projetons nos désirs sur notre entourage, imaginons l'avenir de nos enfants, dessinons des plans de carrière et traçons les lignes de notre avenir dans un futur plus ou moins proche. Et si ces désirs, ces croyances, ces prédictions, ces projections dans l'avenir avaient un impact réel sur nos vies et le monde qui nous entoure? Voyons aujourd'hui l'effet Pygmalion, ou les prophéties autoréalisatrices, qui sont des phénomènes psychologiques qui montrent que les croyances ont d'autant plus de chances de se réaliser que les gens commencent à y croire. Ainsi, ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient réalité, par le simple fait de croire en la prophétie annoncée. Mais attention, la prophétie autoréalisatrice peut tout aussi bien être autodestructrice. Dites que les marchés financiers sont en crise et ils le deviendront, à coup sûr. La notion de prophétie autoréalisatrice a été décrite en 1942 par le sociologue Robert Merton à partir du théorème de Thomas, qui stipulait « Si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le deviennent dans leurs conséquences. » Les travaux de Merton ont pu démontrer que ce n'était pas simplement les conséquences de la croyance qui deviennent vraies,
mais la croyance elle-même. L'expérience la plus connue pour comprendre la force des prophéties autoréalisatrices est certainement celle de l'effet Pygmalion issu des travaux réalisés par le psychologue Robert Rosenthal et la directrice d'une école de San Francisco, Leonore Jacobson. Pour mener leur expérience, ils se sont rendus dans des cours de primaire. On fait passer aux élèves un test bidon d'épanouissement personnel et on fait croire aux maîtres d'école que 20% de leurs élèves étaient particulièrement doués et prometteurs et leur ont donné la liste de ces élèves. Pour mesurer les effets potentiels des attentes induites par leurs stratagèmes, Rosenthal et Jacobson ont également fait passer un test de QI, réel cette fois-ci, aux enfants à 4 mois, 8 mois et 20 mois d'intervalle après le début de l'expérience, et ils recueillirent également les évaluations données par leurs instituteurs. À l'issue de l'expérience, les résultats sont stupéfiants. Non seulement ces enfants figuraient parmi les premiers de la classe, mais ils avaient également augmenté significativement leur QI de 10 à 15 points. Rosenthal et Jacobson expliquent ces résultats par le changement d'attitude des professeurs qui se mettent à croire au potentiel de ces élèves et sont alors plus souriants, exigeants, encourageants et bienveillants. De l'autre côté de la barrière, les élèves se sentant valorisés et soutenus par les attentions verbales et non verbales répétées de leurs professeurs se mettent à croire à leur potentiel et produisent plus d'efforts pour se montrer à la hauteur. Ces deux effets se conjuguant tant et si bien que la prophétie de départ se réalise presque toute seule. Ainsi, un professeur qui croit en la qualité de ses élèves va les traiter comme tels et, se sentant valorisés, ses élèves vont se conformer à la vision du professeur pour devenir de bons élèves. Imaginez maintenant que ce phénomène se répète dans le temps, d'une classe à l'autre, tout au long de votre parcours scolaire, et que cet effet ne se produit pas uniquement dans le cadre scolaire, mais à chaque fois que des évaluations et des attentes entrent en jeu, dans votre famille, dans votre entreprise, dans les relations que vous entretenez avec vos collègues, vos amis, votre famille et vos enfants. À chaque instant, nous produisons des prophéties autoréalisatrices ou destructrices. À chaque instant, nous ouvrons ou nous refermons des portes, nous libérons ou nous enfermons des énergies, des projets, des envies ou des talents. N'oubliez pas, nos croyances influent sur la réalité du monde qui nous entoure, et celles-ci ont d'autant plus de chances de se réaliser que les gens commencent à y croire. Soyez convaincants et croyez en vous-même et aux autres. Voilà, vous êtes maintenant prévenus. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt! Voilà, donc l'effet Pygmalion, qui est, voilà, alors l'expérience de Rosenthal, elle a été reproduite plusieurs fois, hein, donc ça c'est quelque chose qui est garanti. Donc si j'ai des attentes importantes, je vais avoir des résultats importants. Alors évidemment, comme on l'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si vous attendez d'un athlète qui soit champion olympique alors qu'il était champion régional l'année d'avant, ça va être l'effet Pygmalion, il ne va pas forcément beaucoup être utile. Par contre, si à un moment donné, vous avez un niveau d'ambition avec un athlète et que vous allez le convaincre petit à petit que il peut aller un petit peu plus haut et que vous attendez un petit peu plus, vous allez avoir cet effet-là. L'effet golem, c'est quoi? C'est l'inverse de l'effet Pygmalion. En fait, c'est si j'ai des attentes basses, à un moment donné, je vais tirer l'athlète vers le bas. Si je ne suis pas dans des attentes assez importantes, à un moment donné, l'athlète va avoir tendance à se laisser aller. Alors, confiance, gestion du stress, discours. Comment aider l'athlète? Alors, la meilleure façon d'aider l'athlète, c'est de commencer par soi. Pourquoi? Une citation encore. Ce n'est pas égoïste de vivre pour soi-même. Une personne qui n'a pas d'amour de soi ne peut pas donner de l'amour aux autres. Et alors ça, vous pouvez maintenant, j'aime mieux utiliser cette citation parce que vous pouvez remplacer amour par n'importe quel autre mot. Une personne qui n'a pas confiance en soi ne peut pas donner de confiance aux autres.
Une personne qui ne sait pas gérer son stress ne peut pas aider les autres à gérer leur stress, et ainsi de suite. En fait, ça marche pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, déjà, je ne suis pas capable d'avoir confiance en ce que je fais, je ne vois pas comment je peux transmettre de la confiance à l'athlète, ou je ne sais pas gérer mon stress, comment je peux l'aider, l'athlète, à gérer son stress, voire comment je ne peux ne pas le polluer avec mon stress. Donc, commencer par soi, c'est se poser les questions suivantes. Quelle action dans mon quotidien je réalise pour améliorer ma confiance en moi? Comment est-ce que je réagis quand je suis stressé? Voilà. Oui, je pose des questions. Je vous ai dit, c'est mon truc, j'aime bien poser des questions. Donc ça, c'est à vous qu'elle s'adresse. Et puis, est-ce que je suis bienveillant avec moi-même? Et alors, quand je parle de bienveillance, j'aime bien définir le mot parce que c'est un mot à la mode. C'est un mot un peu tiroir, un petit peu fourre-tout. Et puis, comme sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis, j'ai pas mal de contacts qui travaillent dans ces domaines-là. Il y a pas mal de gens qui disent « ouais, il y en a marre de la bienveillance, machin ». La bienveillance, c'est pas être comme le petit grincheux, là, un bisounours, c'est être gentil avec tout le monde ou faire la tête à tout le monde. C'est, moi je le définis dans le sens le plus littéral du terme, c'est veiller au bien. D'accord? Donc être bienveillant, c'est veiller au bien. Veiller à mon propre bien et veiller au bien des autres. Et à un moment donné, si veiller au bien des autres, c'est dire quelque chose, c'est faire un reproche ou faire une remarque sur une attitude particulière qui n'a pas lieu d'être ou qui est gênante au sein d'un groupe, eh ben, je peux le faire, mais je peux le faire justement en étant bienveillant, en veillant au bien du groupe. C'est ça la bienveillance. C'est pas laisser faire tout et n'importe quoi à tout le monde, admettre tout de tout le monde et ne jamais rien dire quand il y a quelque chose qui vous gêne. Qu'on soit clair. Donc la bienveillance, ok, est-ce que je suis bienveillant avec moi-même? Est-ce que je veille à mon propre bien? Et comment est-ce que je veille à mon propre bien? Qu'est-ce que je fais pour moi en fait? Voilà. Donc je vous donne 3 éléments pour renforcer la confiance de l'athlète. Ça, c'est un truc que j'essaye d'appliquer tout le temps à l'entraînement. Un objectif, une consigne, un critère de réussite. Quand je vais à l'entraînement, j'ai un objectif dans ma séance qui est ou clairement défini dès le départ, ou qui peut aussi, à un moment donné, notamment dans la technique, s'affiner au fur et à mesure de ce que je vois. Ensuite, quand j'ai ciblé mon objectif, il y a une consigne qui va avec, une et une seule, et il y a un critère de réussite, c'est est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. On va à l'essentiel. Pourquoi on va à l'essentiel? Parce qu'en fait, pourquoi un objectif? Parce que travailler sur 10 objectifs en même temps, ce n'est pas possible. Pourquoi une seule consigne? Parce que notre cerveau, il n'est pas capable d'être attentif à plusieurs choses en même temps, et même si on est une femme, sans faire de mauvaises blagues sur le genre, on me le dit toujours, ça va, les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Les hommes aussi peuvent faire plusieurs choses à la fois. Par contre, vous ne pouvez faire plusieurs choses à la fois avec un zapping attentionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire 2 choses extrêmement bien en même temps qui demandent beaucoup de concentration. On peut faire 2 choses en même temps, une sur laquelle on est très concentré et une qu'on fait de manière automatisée. Ça, on peut. Par contre, si j'ai une nécessité attentionnelle forte parce que je recherche un élément technique que je ne maîtrise pas, je ne peux pas en chercher 2 en même temps. Mon attention n'est pas capable de faire 2 choses en même temps de manière extrêmement poussée en termes d'attention. C'est pour ça qu'il est interdit d'envoyer des SMS au volant et que si vous envoyez un SMS au volant, vous multipliez par 10 le risque d'avoir un accident parce que votre attention, elle est soit sur la route, soit sur le téléphone. Elle ne peut pas être aux 2 endroits en même temps. Donc c'est pour ça que de toute façon, plus je fais les choses simples et j'entre par un objectif, une consigne, un critère de réussite, je vais renforcer aussi la confiance de l'athlète. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir insister sur ma consigne, je vais pouvoir insister sur l'élément quand il est bien fait et quand il est réussi, et je vais pouvoir dire à l'athlète, ok, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et plus vous allez insister là-dessus, plus l'athlète il va avoir un sentiment aussi de réussite, puisque quand il n'y a qu'une chose à gérer, il va pouvoir travailler, retriturer la chose, éventuellement amener des petits changements, essayer des choses. Et là, il va être en confiance, parce que de toute façon, dans la séance, il y a des choses qui vont réussir.
Et l'exemple type, c'est quand je vends ça, entre guillemets, à des entraîneurs, souvent j'ai des gens, ça m'est arrivé encore l'année dernière, qui, quelques jours après, m'envoient un message en me disant « Ah, c'est génial ton truc, mes jeunes, ils n'ont jamais fait une aussi bonne séance, je me suis vraiment centré sur un seul truc plutôt que me disperser. » Et du coup, ils ont fait une super bonne séance. Pourquoi? Parce qu'en plus, si vous prenez le bon côté des choses, enfin si vous attrapez le bon bout de la situation et que vous dites « Ok, je vais commencer par cet élément-là parce que c'est l'élément déterminant », et du coup, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place autour. Il n'y a pas que l'élément-là qui va amener des choses bien, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place de manière assez automatique. Donc, vous allez faire des bonnes séances et en plus, vous allez les enchaîner. Ensuite, sur les éléments de confiance, respectez la règle du 80-20. La loi de Pareto dans le domaine professionnel, enfin dans le domaine de l'entreprise, c'est de dire 80% de mon chiffre d'affaires doit être assuré par 20% de mes clients. Là, on est dans 80-20, ce n'est pas la même chose, c'est 80% de ce que je dis, des retours que je fais à l'athlète doivent être positifs pour 20% de retours négatifs. Et encore, même les retours négatifs, moi, je les ai éliminés. Donc, si je veux que mon cerveau soit prêt à accueillir une critique, il faut qu'avant cela, il ait été nourri par 80% de retours positifs. Si vous attaquez quelqu'un d'entrée en lui disant que ce qu'il fait là, c'est pas bien, automatiquement, il y a une barrière qui se met en place et la personne ne vous écoute plus. Si vous commencez à lui dire qu'il a fait ça qui est bien, ça qui est bien, ça qui est bien, le cerveau se met en capacité d'ouverture et d'écoute. Encore une fois, on revient à la logique d'écoute. Quand je fais des compliments à quelqu'un, il va se détendre, il va m'écouter. Et à la 3 ou 4e élément, je vais pouvoir dire, par contre, moi, j'aimerais bien qu'on change ça, parce que ça ne me plaît pas. Et encore une fois, je dis le 20%, moi, je ne rentre même plus par ça ne me plaît pas, je dis, moi, je voudrais qu'on change ça. Voilà. Cet élément-là, on va le modifier. Donc, du coup, vous éliminez l'aspect négatif. Par contre, encore une fois, vous amenez l'athlète à être en position d'écoute. Quand au bout de 2 ou 3 éléments, vous lui dites ça ok, ça ok, ça ok, ça non, là ça ne passe pas, là il faudrait changer ça. L'athlète il va être hyper à l'écoute, dire ok, tu veux qu'on change ça, on va changer ça. Parce que justement, on lui a donné des choses positives. Ça marche pour tout. Hein. Ce truc-là, je l'ai donné à ma conjointe l'année dernière parce qu'elle avait une stagiaire qui lui avait fait un coup qu'elle n'avait pas trop digéré. Et quand elle a eu la tutrice de la stagiaire, elle me dit, je fais quoi, comment j'aborde le truc, parce que j'ai pas envie de laisser passer le truc et j'ai pas envie de... Mais si je l'attaque comme ça va peut-être mal se passer. Je dis évidemment. Donc je dis, tu commences déjà par lui dire tout ce que tu as trouvé de bien chez la stagiaire, parce qu'elle avait fait plein de trucs bien. Je dis, par contre, ça, tu lui dis que c'est pas admissible. Et donc du coup, quand elle est rentrée, elle m'a dit, ça s'est passé super bien. Et la gamine a reconnu, enfin, une gamine qui était jeune, elle a reconnu que ce qu'elle avait fait, ça ne se faisait pas. Et du coup, voilà, elle a bien reçu le message. Alors que si elle l'avait attaqué d'entrée avec là-dessus, je ne suis pas contente, machin, ça allait forcément être plus compliqué derrière de rattraper le coup. Et puis toujours dans la même veine, mettre l'athlète en situation de réussite au début de la séance. Pourquoi? Je vais laisser la petite vidéo d'après vous expliquer pourquoi. Une vidéo que j'utilise beaucoup, donc peut-être que certains l'ont déjà vue s'ils ont déjà eu l'occasion de faire quelques formations avec moi. C'est une vidéo sur l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse le découvrir. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse? Not fitting in. Is not fitting in. You talked about acceptance. Now to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper.
these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? I felt stupid. You felt stupid? Yeah. Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Voilà, notion d'impuissance apprise. Donc, vous avez compris, hein, en matière d'entraînement, si vous faites démarrer l'athlète sur quelque chose de trop compliqué sur lequel il va buter, vous allez induire ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'il va se sentir ridicule, il va se sentir mauvais, du coup, il va dire « Ok, j'y arrive pas ». Donc, extrêmement important de commencer par un certain nombre de situations dans lesquelles vous savez que l'athlète va être à l'aise pour qu'il puisse monter progressivement en difficulté et puis arriver à la situation la plus difficile de la séance en état de réussite. Si vous le mettez en échec tout de suite, la séance, elle est finie. Ça, c'est quasi systématique. Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent se rappeler certaines séances où les athlètes, au bout d'un quart d'heure, avaient arrêté. Voilà, peut-être repenser que c'est peut-être cette erreur-là qui a été faite. Et comme je vous l'ai dit en début d'intervention, on en fait tous des erreurs. Et ce n'est pas un problème. Ça fait partie de l'apprentissage. De toute façon, on ne peut pas réussir à tous les coups. Et on ne peut pas tout savoir tout de suite. Alors, 3 actions également pour aider l'athlète à gérer son stress en compétition. Alors, avoir un objectif pour chaque compétition. Ça, c'est une chose aussi qu'on a beaucoup de mal à faire.
parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on n'y pense pas, parce que en début de saison, en général, on prend le temps de discuter avec l'athlète sur l'objectif de la saison. Ok, donc on a souvent un objectif de performance, on a un objectif aussi souvent de résultat. Voilà, c'est je veux faire telle place à telle compétition. Ma performance, grosso modo, elle doit se situer là. Et puis, on a déjà plus de mal de mettre en place des objectifs de maîtrise. C'est plus compliqué. L'objectif de maîtrise, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant ma compétition, comment ça va se passer, voilà, qu'est-ce que je dois essayer de faire aussi, qu'est-ce que je dois essayer de retranscrire en termes techniques de l'entraînement à appliquer en compétition. Ça, c'est encore. Et ce qui est surtout encore moins fait, c'est de se dire, pour chaque compétition, je vais définir un objectif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si à la première compétition de l'année, l'objectif de l'athlète, c'est d'atteindre l'objectif final de la saison, c'est qu'on a un problème de gestion de l'entraînement. Parce que mon objectif, quand même, normalement, en tant qu'entraîneur, c'est que la performance et le résultat de la compétition la plus importante qu'on a ciblée, ils collent ensemble. C'est-à-dire que la meilleure performance arrive le jour de la compétition la plus importante. Or, si déjà, dès le début de la saison, le critère de performance, l'objectif de performance, il est atteint, c'est qu'on a un problème ou dans la gestion de notre entraînement, ou parce que l'athlète il est en forme trop tôt, ou alors dans la définition de notre objectif. C'est peut-être qu'il est trop facile. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, si à un moment donné, j'ai un objectif final de la saison, je dois en dessous me dire, la première compétition de la saison, en gros, mon objectif de performance, il se situe où? Parce que sinon, si je suis déjà en mode je dois atteindre ma meilleure performance de la saison, forcément, si je fais 10 compétitions, il risque d'y en avoir 7 ou 8 desquelles je vais repartir complètement frustré parce que je n'aurai pas réussi à atteindre mon objectif final de performance. Donc, se poser la question, OK, comment je progresse étape par étape? Et du coup, c'est quoi la performance admissible? C'est aussi se questionner sur son état du jour. Moi, souvent, l'objectif, je le fais le jour même. C'est OK, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? Alors, et je fais plutôt 2 types d'objectifs. En général, le résultat, il y a beaucoup de compétitions où, entre guillemets, il ne nous intéresse pas trop. Par contre, la performance, OK, objectif de performance, et derrière, c'est OK, performance, je veux bien, mais après, dans l'application de ton concours, parce que donc, je vous l'ai dit, j'entraîne plus que des lanceurs, dans l'application de ton concours, c'est quoi le but? Voilà, OK, là, en fait, on est en train de travailler 2 éléments techniques, donc je veux placer ces 2 éléments techniques là, dans mon concours, je veux les placer, essayer de les placer à chaque fois. Et après, on débrief. OK, c'est fait, c'est pas fait. Et on en arrive justement à construire un concours. C'est un des problèmes que je retrouve souvent chez les athlètes que je peux accompagner, des athlètes de concours, que ce soit dans les sauts, dans les lancers. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de ne pas construire leur concours. Ils font un saut, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et à aucun moment, ils se posent la question de comment je prends des éléments du premier pour les remettre dans le deuxième et améliorer ce qui manque, et construire un vrai concours, y compris avec des athlètes qui ont déjà un certain niveau et une certaine expérience. Donc, c'est comment je fais pour construire. Déjà, je construis en ayant des objectifs, et après, je mets du lien et je me pose la question. Et en construisant ça, on arrive à mettre des choses en place, et puis on peut arriver aussi à mettre une performance qui, on va dire, va satisfaire l'athlète. Ça m'est arrivé il y a 10 jours avec un jeune. On a construit quelque chose. Ses performances du début de concours sont moyennes par rapport à ce qu'il attendait. Et du coup, par contre, il a mis en place des choses intéressantes. Et sur le dernier essai, à mon avis, j'ai dit, bon, là, on peut y aller, on va lâcher, voilà, on va se lâcher parce que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça cadre avec les objectifs qu'on avait mis en place. Maintenant, on va essayer de mettre un peu plus d'intensité. Et du coup, la dernière perf du concours est quasiment à la performance qu'il attendait du jour. À peine en dessous, mais au moins, il a construit les choses et il a utilisé son concours pour apprendre des choses et prendre de l'expérience de compétition. C'est aussi ça l'intérêt. Parce qu'on a beau faire 500 sauts ou 500 lancers à l'entraînement, à un moment donné, les 6G ou les 6 sauts qu'on va faire dans un concours, ou les 10 sauts si on est sur hauteur au perche, c'est ceux-là qui, à un moment donné aussi, vont nous construire une expérience plus importante. Donc, voilà, avoir une stratégie, avoir un objectif pour chaque compétition. Et encore une fois, l'objectif, il peut être la performance, on peut mettre l'objectif de performance de côté
on peut avoir comme objectif d'apprendre à gérer un concours. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à faire en compétition avant juste ma performance. L'aider à exprimer ses émotions et l'écouter. Donc, voilà, aider à un moment donné à évacuer. Ça peut être intéressant aussi. J'ai parlé de mon athlète qui était un petit peu fatigué à un moment donné. Je suis allé à la fin parce que dans cette idée-là aussi, de dire, bon, il y a vraiment un truc qui cloche. Donc, ça lui a permis de lâcher un petit peu les choses et puis de rediscuter, qu'on recadre un petit peu les choses. Donc, voilà, ça aide. Alors, l'expression des émotions peut se faire a posteriori, peut se faire avant. Ok, comment tu te sens? J'ai peur, j'ai ci et là. Et surtout, on est un athlète qui vous dit j'ai peur. Le truc à ne surtout pas faire, c'est lui dire mais non, t'as pas peur. Ben si, ok, t'as peur. T'as peur de quoi? Pourquoi? Encore une fois, c'est revenir à la question, l'aider à exprimer jusqu'au bout le pourquoi il a peur, pourquoi il est tendu, pourquoi il est stressé, etc. Faites-le parler, laissez-le exprimer les choses. N'essayez pas de lui dire non, c'est pas vrai. Non, ok, tu as peur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi? Et après, on recadre le discours sur ok, c'est une compétition importante, il y a de la concurrence, il y a ci, il y a ça. Ok, c'est quoi que tu maîtrises? Toi, là, aujourd'hui, sur quoi tu as de l'incidence? Tu n'as pas d'incidence sur tes adversaires, parce que de toute façon, ils sont là. Tu n'as pas d'incidence sur le temps, parce qu'il fait le temps qu'il fait. T'as pas... Et donc, je vais recadrer l'athlète sur, ok, maintenant que tu m'as exprimé tout ça, on va le mettre un petit peu de côté, et on va essayer de se recentrer sur, pour réussir ta compétition, qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant? Donc, j'ai évacué le côté émotionnel, et je vais pouvoir recentrer sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Et le dernier élément, qu'on ne prend pas toujours le temps de faire non plus, préparer le timing d'avant-compétition et le timing de la compétition. Parce que l'inconnu est un grand facteur d'anxiété et de stress. Quand je ne sais pas ce qui va se passer, je me pose plein de questions, je suis stressé, je suis tendu. Ok, à partir du moment où j'anticipe et que justement je me préoccupe de qu'est-ce que je vais pouvoir maîtriser, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, déjà je vais faire baisser l'anxiété, faire baisser le stress. Donc, si je prépare, je vais savoir à quelle heure je vais partir, je vais savoir quand je vais préparer mes affaires, créer ce qu'on appelle une routine de préparation. Je vais savoir quand je vais m'échauffer, quand est la chambre d'appel, s'il y a une chambre d'appel, comment, à quel moment je vais faire ci, à quel moment je vais faire ça. Ça va aider l'athlète dans sa projection, ça va aider aussi l'athlète dans le déroulement et dans l'attente. Et puis, pendant la compétition, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais agir. Je reviens au début, quelle attitude je vais avoir. Ça, c'est un élément important aussi. Quelle attitude je veux avoir, comment je veux me positionner dans la compétition. Je veux avoir une attitude de quelqu'un qui vient être combatif, de quelqu'un qui vient parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, voilà, comment je vais me positionner. Et même si, évidemment, il y a des inconnus, le fait de se positionner et de préparer ce que je dois faire, préparer ce que je dois penser aussi. On allait dire mon discours interne, qu'est-ce que je dois penser? Pourquoi, sur quel mot-clé je vais me recentrer? Sur quelle intention je vais me recentrer? Qu'est-ce que je vais faire? Plus j'ai préparé tout ça, moins le stress va être important. Parce que je vais maîtriser et les choses qui restent un peu dans l'inconnu vont prendre une partie beaucoup plus petite. Et l'intérêt aussi, c'est qu'à la fin, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir aussi ressortir satisfait de ce que j'ai fait. Une jeune fille que je connais, que j'accompagne en foot, là, aujourd'hui, elle passait des tests d'entrée dans un centre de formation. Et donc, on a travaillé la semaine dernière sur, OK, tu ne sais pas forcément comment ça va se passer, mais sur quoi tu as de l'impact. Et on a travaillé justement là-dessus, sur l'attitude que je veux avoir, l'attitude, qu'est-ce que je veux donner aussi. Parce que quand je vais pour être recruté quelque part, à un moment donné, il faut que je donne une bonne image de moi, il faut que j'envoie. Donc, on a travaillé là-dessus. C'est comment je me positionne, quelle attitude j'ai, comment je veux être quand je suis sur le terrain et qu'on me demande de faire quelque chose, même si je ne sais pas forcément ce qu'on va me demander, je vais avoir une attitude, ces 3 mots-clés, c'était combatif, calme et concentré. Je vais être, tout l'après-midi, je vais être là-dessus. Et tout à l'heure, je lui ai envoyé un message, savoir comment ça s'était passé. Elle me dit, je suis satisfaite de ce que j'ai fait parce que je suis resté dans ce qu'on avait défini.
Et donc, du coup, elle doit avoir sa réponse demain, mais au moins, elle repart de ses tests de sélection avec le sentiment de se dire, en fait, j'ai fait mon max, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, donc forcément, moi, j'ai une satisfaction. Et après, demain, elle saura si elle est prise ou pas, mais voilà. Mais qu'elle soit prise ou pas, elle n'aura pas le regret de se dire « Ah, j'ai été ridicule, j'ai fait n'importe quoi, je suis passé complètement à côté parce que j'étais stressé. » Parce que là, on avait vraiment évacué et du coup, elle était dans son truc. Souvent, l'athlète a peur de ne pas atteindre son objectif. Comment le convaincre le jour J? Et c'est justement si plus j'arrive à extraire, on va dire, l'aspect résultat et performance, et plus j'arrive à me recentrer sur mes objectifs d'action et mes moyens d'action, plus je vais me donner la chance d'atteindre l'objectif. L'objectif, de toute façon, l'athlète, il le sait. Il sait où il va, il sait pourquoi il est là. Donc, moi, je n'ai pas besoin de lui en remettre encore et de lui dire il y a un truc que j'ai vécu où je me suis dit oulala, la pauvre, peut-être que ça lui convenait, j'en sais rien. C'était il y a déjà un certain nombre d'années. C'était sur des championnats de France jeunes en salle. C'était à Val-d'Oreuil. J'aime bien, je traîne souvent dans les zones zones d'échauffement parce que j'aime bien écouter un peu ce qu'il dit. Et donc, je vois une jeune fille qui revient en sautant partout parce qu'elle venait de battre son record sur 60 mètres haies. Il venait de lui mettre une bonne claque, visiblement. Et donc, son entraîneur était dans la salle d'échauffement et l'athlète arrive. Et là, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Ouais, c'est super, je suis sûr que tu peux encore faire, ou que tu vas, ou que tu peux, on sait rien, faire encore mieux en demi-finale. » Et en vrai, je me dis, ça m'a un peu interloqué, je me suis dit, il lui remet une couche de pression, la gamine, elle vient de battre, venait vraiment de mettre une grosse claque à son corps, et alors, c'est encore une fois, c'est selon mon idée, je ne pense pas que ce soit une très bonne option qu'il ait pris, mais pour moi, il remettait une couche de stress en disant tiens, on en remet une parce que la performance, elle va être encore mieux. Donc, on remet l'intention sur la performance au lieu de lui dire, encore une fois, je vous donne mon avis. Pour moi, la bonne question, c'était ok, il s'est passé quoi dans la course? Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles intentions tu avais? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à mettre 2 ou 3 dixièmes à ton record sur 60 et comment ça s'est passé ta course? C'était là que la clé, elle était là. C'est qu'est-ce qui vient de se passer? Okay. Et du coup, lui dire, sur la course d'après, on va s'appuyer là-dessus. Tu vas essayer de remettre les mêmes choses que tu as fait là, remettre les choses en place. Et puis voilà, continuer et puis justement, vraiment profiter du côté euphorique qu'il y avait. Ok, tu as ressenti quoi sur tu as senti qu'elle volait ou qu'il y avait du rythme dans l'intervalle, j'en sais rien. Mais voilà, faire exprimer il vient de se passer un truc. Donc, moi, j'aimerais bien que tout de suite, tu captes le truc, puis tu le gardes avec toi. Maintenant, tu le gardes, puis en demi-finale, tu vas essayer de remettre ça en route. Et puis, la perf, on s'en fout. On évacue l'aspect performance, machin. La place, la perf, on oublie. C'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que la performance, elle était là. C'est comme ça qu'on aide l'athlète. Donc, voilà. Donc, décentrer, et puis, se dire, OK, c'est le jour J, mais comment je fais pour mettre les choses en place? Et puis, revenir à la notion de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tu t'es entraîné toute l'année pour être là, donc profite-en de ce moment-là. Voilà, amuse-toi, fais-toi plaisir. C'est en se faisant plaisir. Un athlète, tout athlète qui vous parle d'une performance de niveau supérieur, à un moment donné, il dit qu'il s'est senti fort, il s'est senti léger, il s'est senti, il y a ce qu'on appelle la zone optimale de performance, ou le flow en anglais. C'est à un moment donné, j'exploite tellement mes compétences, je suis face à un défi important, mais en fait, j'exploite pleinement mes compétences, du coup, ça me paraît finalement facile, ce que je fais. Et je me retrouve dans une position où je déroule ma performance, et c'est ça justement qu'on va essayer d'induire, c'est de dire,
Si tu te centres sur comment tu peux dérouler ta performance, comme tu te centres sur tes compétences techniques, sur ce que tu sais faire, ce que tu fais le mieux, et qu'en plus tu y mets du plaisir, à un moment donné, il y a des chances que, voilà, au niveau sensation, au niveau émotionnel, il se passe des choses intéressantes. Certains athlètes se mettent une pression interne les veilles au jour avant compétition au point de ne pas être à la hauteur de leur capacité le jour J. Quoi faire? Alors, donc là, c'est dans les stratégies de préparation. Donc ça, c'est de l'anxiété de pré-compétition. Alors l'anxiété de pré-compétition, ça se traite avec des stratégies de gestion du stress de manière et de l'anxiété un petit peu plus globale. Donc tout ce qui est travail de respiration, de relaxation, d'imagerie mentale. J'ai un truc pour vous, hein, parce que je vous ai dit qu'on commençait par les entraîneurs. Je suis en train de déborder, mais c'est pas grave, en fait, j'ai le question-réponse. Mais j'ai quand même un truc pour vous. On commence par moi. Voilà, tout ce qui est relaxation, méditation, sophrologie, voilà, tout ce qui permet à un moment donné de travailler sur l'évacuation de l'anxiété. Et puis après, le timing d'avant-compétition, c'est aussi quelque chose qui va rassurer l'athlète, parce que des fois, ils se mettent la pression parce qu'ils ont peur de ne pas être prêts, parce qu'ils ont peur de louper des choses. Donc, timer l'attente, timer les jours avant, c'est intéressant. Parce qu'en plus, dans le timing d'avant-compétition, on peut inclure dans la routine des choses qui vont faire qu'à un moment donné, l'athlète ne va pas tourner en rond. Dans la routine, on peut intégrer ce qu'on appelle des routines, on peut mettre des routines scolaires, des routines. Donc, les gamins, ils ont si les jeunes, il a peut-être des devoirs à faire, donc ça, on va les intégrer dans la routine. Ok, à quel moment tu fais tes devoirs? Parce qu'il va falloir bosser un petit peu. Des routines d'attente, ça peut être routine sociale. Quand est-ce que je vais vers les autres, avec qui je discute, comment ça se passe? Ça peut être vraiment très détaillé, une routine. Et du coup, ça permet de savoir à quel moment je vais penser à la compétition et à quel moment je vais faire autre chose. Donc la routine, elle est vraiment intéressante dans la gestion de l'anxiété pré-compétitive. Est-il bon de faire un comeback sur le travail réalisé en entraînement pour motiver et rassurer un athlète? Ouais, ça peut. S'il en a besoin aussi, parce que c'est pareil, peut-être que lui, il sait ce qu'il a à faire, il sait où il va, il sait, voilà. Et ou peut-être que, voilà, lui dire, voilà d'où on est parti, voilà la préparation, elle s'est bien passée, on a été bon, etc. Donc, ça peut être aussi un moyen de se rassurer en disant, j'ai le travail qu'on a mis en place, ok, il est bon, les indicateurs, ils sont bons. Donc, ça peut être aussi un moyen de rassurer l'athlète, de lui rappeler que le boulot, il est fait, on a fait tout ce qu'on a pu, et on revient sur la notion maîtrise, non-maîtrise. Voilà, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Là, j'ai maîtrisé mon entraînement, ou du moins j'ai maîtrisé jusqu'à maintenant les choses. Maintenant, la maîtrise que j'ai à la compétition, c'est la façon dont je vais me préparer, la façon dont je vais gérer les intentions que je vais mettre en place. Et ça, on peut le faire de manière très simpliste. Moi, je le fais de temps en temps avec les athlètes pour recadrer justement l'aspect concentration sur la compétition aussi. C'est OK, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Je l'ai fait une fois avec un athlète. C'était avant les championnats de France élite en salle, à Liévin. Il me dit j'aime pas la salle, c'est froid, machin. Ouais. Je dis OK, c'est un élément que tu maîtrises? Non. Donc, hop, case, on maîtrise case, je maîtrise pas le fait que je maîtrise pas le lieu de la compétition. OK, je ne maîtrise pas les adversaires, je ne maîtrise pas. OK. Une fois qu'on a fait ça, la case « je ne maîtrise pas », on ne s'en occupe plus, on a posé sur le papier. Et par contre, derrière, c'est qu'est-ce que je maîtrise? Je maîtrise ma préparation, je maîtrise mon échauffement, je maîtrise ce que je peux faire entre les essais. Et voilà. Et à partir de là, je me donne un déroulé qui fait que derrière, je vais avoir une ligne directrice vis-à-vis de ma concentration. Et le fait, encore une fois, de savoir ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc., c'est un truc qui fait baisser l'anxiété. Je peux aussi, en gestion de l'anxiété, faire de l'imagerie d'anticipation. C'est voir ma compétition comme je veux qu'elle se déroule. Ou dans l'imagerie d'anticipation, je peux aller plus loin, je peux aller jusqu'à demander à l'athlète. Je le fais assez souvent sur les athlètes qui partent sur des compétitions internationales, mais même chez les jeunes. Je vous parle d'une jeune fille en foot, là, je lui ai fait aussi la semaine dernière. Chercher des images
du lieu où devait se dérouler pour elle, donc la détection, et puis pour d'autres la compétition. Je cherche des images du lieu et j'essaie de me projeter dans le lieu en train de pratiquer ma discipline. Du coup, je fais quoi? Je trompe mon cerveau, parce que notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de pas vrai. Si j'imagine en fait que je me projette visuellement dans un stade, le jour où je vais y arriver, en fait, mon cerveau il va penser que je suis déjà venu. Et du coup, qu'est-ce qu'on va éliminer? On va éliminer justement on va éliminer une des inconnues qui est le lieu. Et ça, c'est hyper efficace. Et donc, je me visualise dans le stade, je me visualise en train de pratiquer ma discipline, en train de réussir des choses, en train de, voilà, dans la façon dont je veux que ça se passe, et je le répète. Et ça va s'ancrer. Et donc, on va travailler aussi justement sur l'anxiété précompétitive. Parce que plus je vais visualiser le fait que j'arrive au stade, je m'échauffe, ça se passe bien, ma compétition se déroule bien, etc., plus je vais augmenter mon niveau de confiance aussi. Donc, je vais abaisser mon stress, augmenter mon niveau de confiance, donc je vais augmenter les chances que ça se passe correctement. Ça, c'est valable compétition, mais c'est aussi, je l'ai aussi fait avec une amie qui était en recyclage, à plus de 50 ans, elle passait un master, et elle avait un oral à faire, voilà, où elle était un petit peu en stress sur son oral, donc on avait fait un travail sur... elle savait dans quelle salle elle allait, elle connaissait son jury, elle savait ce qu'elle allait présenter, enfin elle connaissait sa présentation, puisqu'elle avait un oral de présentation à faire, et du coup, on a travaillé ensemble, où elle répétait son oral, avec un travail d'imagerie. Si je répète mon oral, je m'imagine dans la salle, avec le jury en face de moi, qui me pose des questions, etc. Et ça, c'est pareil, c'est d'une grande puissance. Utiliser l'imagerie mentale, c'est un outil extrêmement puissant pour trouver plein de solutions. Et d'ailleurs, alors, avant l'exercice que je voulais vous proposer justement un petit exercice d'imagerie. Une dernière habitude à prendre aussi pour aider l'athlète à réussir. Imaginons par exemple, donc demandez-lui ce que vous voulez voir et non pas ce qu'il doit faire. Enfin, ce qu'il ne doit pas faire. Prenez l'habitude de dire je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, et arrêtez de lui dire ce qui fait mal. Dites-lui ce qu'il fait de bien, dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse, qu'il améliore, et ce que vous voulez voir, pas ce qu'il ne doit pas faire. Pourquoi? Parce que imaginez par exemple que vous voulez faire un régime alors que vous adorez le gâteau au chocolat. Et essayez à partir de maintenant de ne plus penser au gâteau au chocolat que vous avez sous les yeux. Donc arrêtez d'essayer de penser à ce gâteau au chocolat que vous ne voulez pas manger. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Le seul truc, heureusement, le gâteau, il est qu'en photo, mais quelqu'un qui veut faire un régime, vous ne lui mettez pas un gâteau au chocolat sous le nez en lui disant non, non, mange pas le gâteau au chocolat. Donc l'athlète, c'est pareil. Si vous voulez qu'il fasse quelque chose, vous ne lui dites pas non, il ne faut surtout pas que tu fasses ça. Tire surtout pas à gauche. Qu'est-ce qui se passe l'essai d'après? Ça tire à gauche, forcément. Ou fléchis surtout pas le genou. Mais qu'est-ce qui se passe l'essai d'après? Il fléchit le genou. Parce qu'à un moment donné, notre cerveau, il ne sait pas ce que c'est ne pas. Il sait faire, mais il ne sait pas ne pas faire. Donc, ne lui mettez pas le gâteau au chocolat sous le nez, mettez-lui sous le nez. Voilà. Si vous voulez qu'il mange le gâteau, mettez-lui sous le nez. Mais si vous ne voulez pas qu'il le mange, ne le faites pas. Et pour vous alors, donc, enfin, et pour moi alors, parce que je vous ai dit, on commence par nous, je vous propose un petit exercice. En plus, une fois qu'on aura terminé, vous pourrez aller vous coucher et dormir, vous endormir en pensant à cette image. Je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez mettre les pieds par terre, vous caler dans votre chaise, votre fauteuil, je ne sais pas quel élément vous êtes. Et puis quand vous êtes bien installé, eh ben, je vous propose de fermer les yeux. Et puis d'abord de prendre le temps de respirer un petit peu, d'observer un petit peu comment vous respirez. On l'a dit, la respiration, c'est un élément important en termes de gestion du stress. Donc, observez votre respiration. Concentrez-vous simplement sur les mouvements de votre respiration. Un petit peu comment vous inspirez, comment vous expirez.
peut-être que vous avez déjà remarqué que votre respiration elle ralentit. Peut-être quand on la regarde et qu'on prend le temps d'observer notre respiration, ça a tendance à se calmer. Le fait d'expirer aussi, c'est quelque chose qui peut nous amener encore un peu plus de relâchement. Je peux même décider, moi, quand j'expire, de me détendre encore un peu plus. Et une fois que j'ai atteint ce premier niveau de détente, je vais laisser venir à moi une image d'un lieu, un lieu qui, pour vous, représente le calme, la tranquillité. Alors, vous pouvez laisser cette image venir à vous, vous pouvez choisir. Si vous avez déjà un lieu dans lequel vous aimez vous ressourcer, vous aimez vous retrouver seul pour être tranquille. Donc un lieu dans lequel vous êtes bien et en sécurité. Ce lieu, vous pouvez voir un petit peu des images, des éléments qui s'y trouvent, des objets, des couleurs. Vous pouvez voir des formes, un certain nombre de choses qui se trouvent dans ce lieu. Vous pouvez peut-être même entendre des sons, s'il y a des sons qui sont spécifiques, typiques de ce lieu. Si vous êtes dans un lieu, par exemple, où il y a des fois de la musique qui vous aide à vous ressourcer. Là, si vous êtes dans la nature, peut-être dans une forêt, vous pouvez peut-être entendre les oiseaux, le vent dans les feuilles des arbres. Si vous êtes à la plage, vous pouvez peut-être entendre le roulis de l'eau avec l'eau qui monte et qui descend sur la plage. Puis vous pouvez également ressentir à l'intérieur de vous-même cette sensation que vous avez, qui est associée à ce lieu, une sensation que vous aimez retrouver quand vous allez dans ce lieu, de détente, de relâchement. Sensation de calme, de bien-être. Peut-être même, vous pouvez sentir les odeurs qui sont spécifiques à ce lieu. Si vous êtes dans la nature, peut-être qu'il y a une odeur spécifique au lieu dans lequel vous êtes, que vous pouvez peut-être même sentir. Et ce lieu, c'est votre lieu, à vous, le refuge. Et c'est à la fois un lieu refuge où vous pouvez vous détendre, mais c'est aussi un lieu où vous pouvez peut-être vous ressourcer, trouver des ressources dont vous avez peut-être besoin. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez peut-être trouver dans ce lieu quelque chose qui vous redonne de l'énergie. Vous pouvez trouver toutes sortes de ressources dans ce lieu, toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez les prendre dans ce lieu. Cette ressource, c'est peut-être tout simplement la ressource de base de ce lieu, à savoir la détente, le relâchement. Et vous profitez de ce lieu pleinement. Profitez complètement, pleinement de ce lieu, encore quelques instants. Dans quelques instants, vous
quitterez ce lieu, mais pas tout de suite. Vous en restez encore un petit peu, pour encore capter quelques effets positifs de ce lieu. Ce qui est bien maintenant avec ce lieu, c'est que vous allez pouvoir en quelques instants le quitter, mais vous pourrez y retourner en fait quand vous voulez. À partir de maintenant, quand vous souhaiterez retrouver l'état de détente et de relâchement, de bien-être dans lequel vous êtes, vous pourrez fermer les yeux pendant un instant pour vous relâcher et ensuite aller dans ce lieu quand vous le souhaiterez. Et c'est pourquoi vous allez pouvoir maintenant quitter ce lieu en conservant bien entendu tous les bénéfices, tous les effets qu'il vous a apportés. Et donc vous quittez ce lieu, vous laissez l'image disparaître. Vous pouvez prendre conscience petit à petit de l'endroit où vous vous trouvez, du jour et l'heure à laquelle nous sommes. Revenir tranquillement, ici et maintenant. Et puis quand vous serez prêt, eh bien vous pourrez à nouveau, sans aucune difficulté, ouvrir les yeux pour revenir terminer le cours donc de cette conférence, pour lequel vous allez désormais pouvoir me poser quelques questions si vous le souhaitez. Et puis donc je vous ai mis les références donc, qui m'ont servi pour préparer cette intervention. Merci Yannick. Donc, il nous reste quelques minutes effectivement pour les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez ou même des réflexions. Hein, ça peut être aussi un partage d'expérience de votre côté, de choses qui ont marché, que vous avez déjà mis en place et qui pourraient profiter aussi aux autres membres du webinaire. Donc, vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro. J'avais une question peut-être à poser, moi, puisque dans les participants, il y a une personne qui est sophrologue, elle va se reconnaître. Je voulais lui demander si ton intervention lui avait donné des outils un peu plus adaptés par rapport au sport, et si elle avait, elle aussi, des choses à apporter, des réflexions. Je ne sais pas si elle est toujours là. Tu veux que j'intervienne? Oui, Marion. Ouais. Bon, alors on a les mêmes outils. Oui, bah oui. On a les mêmes outils. Voilà, parce que je fais aussi la sophrologie, préparation mentale et l'hypnose. J'utilise beaucoup la PNL, évidemment. Ouais. Et voilà. Et là, on a les mêmes outils, c'est super. C'était très intéressant, puis c'est bien cadré. Bravo, c'était une belle intervention. Merci beaucoup. Effectivement, oui, tout ce qui est imagerie, voilà. On n'a pas, enfin, en fonction, on va dire, de la spécialité, on ne les appelle pas forcément pareil, mais. Alors, il y a une question par rapport justement à la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, peut-être pour les personnes présentes Petit historique de la PNL, rapidement. Donc, en fait, la PNL, c'est un dérivé de l'hypnose ericksonienne. En fait, Bandler et Grindler, donc, qui ont créé la PNL, sont des élèves d'Erickson qui ont formalisé un petit peu plus, on va dire, ce que faisait Erickson de manière assez intuitive. Et ils ont... en fait, les outils PNL et hypnose ericksonienne, c'est les mêmes outils, c'est des techniques qui, à un moment donné, en PNL, vont se faire plutôt au niveau conscient, et en hypnose ericksonienne, plutôt au niveau inconscient, voilà, pour faire un peu la distinction entre les deux. Et la PNL, en fait, c'est la façon, dont, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a à la fois de voir le monde, donc à travers nos filtres, nos expériences, nos façons de fonctionner au niveau sensoriel. Là, sur l'exercice qu'on vient de faire, par exemple, il y a des gens qui ont sans doute vu des images très nettes du lieu dans lequel ils se sont projetés. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu beaucoup de choses, par contre, qui ont entendu des sons. C'est pour ça qu'on va taper un petit peu dans tous les domaines.
Des gens qui ont ressenti plus de sensations que d'autres par rapport au fait de se détendre, d'être bien. Je suis allé jusqu'à travailler, à chercher un petit peu aussi le côté olfactif. C'est-à-dire, je vous ai dit, peut-être que vous pouvez sentir des choses qui sont spécifiques de ce lieu. Parce qu'en fait, les gens qui ont une olfaction très développée sont capables de reproduire une odeur sans qu'elle soit là. C'est-à-dire que le cerveau est capable de redonner l'odeur. Et donc, la PNL, en fait, ça englobe tout ça, tout ce fonctionnement. Ça va bien au-delà, évidemment, hein. Il y a aussi la façon dont on apprend avec est-ce qu'on est plutôt orienté sur comment marchent les choses, pourquoi on les fait, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments différents. Mais l'idée, en fait, de la PNL, c'est de comprendre comment on fonctionne au sens large. Alors, il y avait une autre question par rapport aux ouvrages de référence. Donc, tu as mis ceux qui t'ont servi ici pour la présentation, mais est-ce que tu as peut-être d'autres livres à proposer? Alors, moi, j'en avais un, effectivement, je peux le citer parce que je sais que c'est aussi bien les athlètes que les entraîneurs l'apprécient, c'est les vertus de l'échec. Et c'est aussi, voilà, par rapport à ça, comment justement on voit différemment, on voit positivement, on va dire, nos expériences et on s'en sert pour avancer. Alors, donc dans les refs, moi j'en ai, si je vous montre ma bibliothèque, j'ai des livres partout. Les livres, moi, on va dire, qui ont titillé un petit peu mon côté, qui guide un petit peu ma réflexion en préparation mentale. Donc, En quête d'excellence de Terry Orlick. Alors, c'est très américain. Après, on n'adhère pas. Moi, j'adhère un petit peu au contexte, justement. Et Orlick est très axé, justement, sur le côté, comment dire, intention. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'attitude. Voilà, il est très axé là-dessus. Pour lui, c'est un des éléments déterminants de la performance, c'est l'attitude que j'adopte. Donc, Orlick, en quête d'excellence. Il est intéressant parce que justement, en fait, il passe en revue un petit peu les différents domaines de la performance mentale et surtout, il s'appuie aussi sur son expérience avec beaucoup d'athlètes de haut niveau et il partage justement ce qu'il fait avec eux, leurs expériences, etc. Dans le même ordre d'idée, dans le partage d'expérience, il y a le mental des champions d'Hubert Ripoll, donc qui date un peu, mais qui est en fait une interview de 16 champions, 16 grands champions français, où il les interviewe justement à travers les thématiques de la préparation mentale. Donc, la fixation comment ils utilisent la fixation d'objectifs, comment ils utilisent l'imagerie mentale, et en fait, c'est fait sous forme d'interview où les athlètes expliquent en fait comment ils utilisent les outils de préparation mentale. Donc ça, c'est pareil, c'est très vite lu. Et c'est intéressant parce que voilà, c'est du partage d'expérience de sportifs. Donc, ça peut intéresser aussi bien les sportifs eux-mêmes que les entraîneurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? L'OLS, vous l'avez compris, mais si vous lisez l'anglais, en plus, il n'est pas forcément facile à trouver parce qu'il faut le chercher sur les sites de seconde main, son bouquin, parce qu'il n'est plus édité. Après, en termes d'outils pratiques, il y a un petit bouquin qui s'appelle « Si j'avais un mental de champion », où là, lui qui référence des outils. C'est un petit bouquin où il y a des outils, voilà, pareil, sur la fixation d'objectifs, l'imagerie, etc. Et puis après, la littérature, et voilà, il y a plein d'autres choses. Voilà, là, pour moi, c'est un petit peu ma littérature de base en préparation mentale. Puis après, voilà, je suis allé chercher dans plein d'autres domaines, comme je vous disais, hein, voilà, les outils d'hypnose, les livres de PNL, les livres de coaching aussi, j'en ai acheté pas mal sur des outils de coaching, parce que ça se rejoint de toute façon. Et puis, ce qui m'aide aussi, c'est comme je fais aussi de la formation, du coup, je travaille sur les outils de formation. Enfin, voilà, je fais des mélanges un petit peu tout ça pour trouver ma sauce aussi. Et ce qui fait ce qui fait d'abord l'outil, c'est d'abord la personne. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai toujours 3 bouquins, 4 bouquins, 5 bouquins d'avance. Je vous parlais de commencer par le pourquoi. Je viens de l'acheter, en fait, le bouquin de Simon Sinek. C'est dans une des conférences que j'ai fait, quelqu'un me l'a conseillé. Je ne l'avais pas encore comme référence et du coup, je l'ai récupéré. Et puis,
moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est justement le fonctionnement du cerveau, vraiment comprendre comment on peut impacter vite le cerveau de l'athlète pour que ça percute, quoi. Et plus on percute vite, et c'est pour ça que l'hypnose, je l'utilise de plus en plus en accompagnement, c'est qu'à un moment donné, quand on a ciblé un truc et qu'on veut un effet, un impact rapide, l'hypnose, c'est un des meilleurs moyens d'avoir des résultats rapides. Ok, d'autres questions éventuellement avant qu'on clôture la soirée? J'ai dû répondre à l'ensemble des préoccupations. Hein. C'est bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. On arrive donc à 22 h quasiment, donc il est temps pour vous d'aller vous reposer. Et puis, on sait que vous enchaînez sûrement comme nous tous, donc on n'abuse pas du temps et on reste sur le timing proposé. Je vous tiendrai au courant pour les prochains webinaires donc, à venir. Je vous enverrai un petit mail donc, à tous ceux qui sont présents sur ces soirées. Et merci beaucoup Yannick, c'était effectivement très clair. Avec grand plaisir. Et puis, même si ce n'était pas interactif, effectivement, mais tu as su utiliser des outils qui fait qu'on ne s'est pas endormi et puis surtout, il y avait du concret. Donc, j'espère que vous ferez un petit pas dès votre retour en club, dès votre retour sur le terrain. C'est toujours important de faire tout de suite ce petit pas et de ne pas rester dans la théorie parce qu'il n'y a que dans l'action en fait, qu'on prend conscience et de l'importance des outils et qu'on se rôde aussi avec les outils qui existent. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de ne pas forcément les maîtriser au début. Mais vraiment, mettez en action et mettez en pratique très, très vite une chose, deux choses. Ne soyez pas trop ambitieux. Simple, mais voilà, saisissez un des détails que vous avez reçus aujourd'hui. Et merci Yannick en tout cas, parce qu'à chaque fois, même moi personnellement, ça réveille aussi des idées et donc, du coup, c'est toujours très, très intéressant ce partage d'expérience. Avec grand plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, moi, je vous remercie. Je te remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager des choses, parce que j'ai des convictions et voilà, je partage mes convictions et ma façon de fonctionner parce que j'y crois. Et voilà. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est presque plus maintenant l'accompagnement mental que l'entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vois ce qu'on peut déclencher avec le petit plus qu'on va amener à l'athlète, qui à un moment donné va mettre en place tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a fait, on va mettre une toute petite pièce en plus. Et en fait, ça va donner quelque chose où l'athlète va pouvoir s'exprimer pleinement. Et ça, je trouve ça vraiment super. C'est hyper intéressant de voir ce qu'on peut apporter. Ce qui était important aussi à retenir, c'est l'épanouissement de l'entraîneur. C'est vrai que au travers du sport, ça permet aussi peut-être d'évoluer en tant qu'être humain. Et vous verrez que si vous évoluez avec les athlètes, forcément, ça veut dire que vous allez changer des choses en vous qui vont se répercuter dans votre vie quotidienne et qui vont vous amener un peu plus de positif, un peu plus de belles choses dans votre environnement parce que vous allez rayonner ou voilà, quelque chose qui va avoir changé. C'est clair. Bon, merci beaucoup. Et bien, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Ce petit webinaire. Merci à toi Yannick, bonne soirée à tous. Et merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Au revoir. Merci. Cool. Bon, ça c'est bon.